Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Le réveil sonne à 5h00 pour Maxime, qui a compris que la seule ressource qui ne s'économise pas, c'est le temps. Préparateur physique du Phoenix Toulouse Handball, sportif accompli, entrepreneur et fondateur de l'app No Minute, il cumule les casquettes pour forger chaque jour un peu mieux l'homme qu'il a décidé de devenir. Ses routines, précises et millimétrées, pourraient décourager la plupart des abonnés Netflix. Mais ce sont justement ses habitudes et sa rigueur qui lui donnent l'énergie, le mental et la confiance de réaliser les missions qu'il s'est fixées. Donc pour un passionné de hack comme moi, qui cherche toujours à mieux optimiser sa vie et ses performances physiques comme intellectuelles, tu te doutes que la conversation fut riche et pétillante. J'espère qu'elle te plaira autant qu'à moi, et si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Bonne écoute! Salut Maxime! Salut à toi, merci pour l'accueil David et merci d'être venu de Montpellier jusqu'à Toulouse. Bah écoute, je suis hyper heureux d'être venu, d'abord parce que je suis un fervent utilisateur de ton application de podcast No Minute, Amen. Qui d'ailleurs est l'une de mes principales sources d'audience de Limitless Project. Et ensuite parce que pour avoir écouté quelques-uns de tes podcasts, je sais que tu es un grand adepte des hacks pour optimiser ta performance physique, intellectuelle, ta santé, ta longévité. Et c'est un sujet qui me passionne, donc je sens qu'on va avoir une discussion hyper enrichissante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Très simplement, on va essayer de faire ça succinctement. Donc Max Altenhoven, j'ai 26 ans aujourd'hui. Je suis responsable de la performance athlétique au Phoenix Toulouse Handball, donc où tu es actuellement là, où on t'a reçu. Donc je suis préparateur physique maintenant depuis mes 19 ans dans des structures professionnelles. On aura le temps peut-être de détailler un petit peu tout à l'heure, surtout dans les sports collectifs. Et à côté de ça, je me prétends pas être athlète, mais j'essaie de m'entraîner du moins à haut niveau dans les disciplines que je pratique. Et j'ai aussi une casquette. Je pense plus que c'est une vocation où c'est en moi, entrepreneurial, investisseur et conférencier. Bien sûr, ce sont des passions à la base, mais c'est vraiment vers ce quoi je veux m'orienter plus tard. Donc tu t'entraînes beaucoup dans les sports que tu pratiques. Quels sont-ils ? Que des sports co. Malheureusement, les sports individuels, je suis très très nul. Les sports de raquettes, sports indiv. Mais les sports comme le handball, le basket, le foot, le rugby, j'essaie vraiment de m'entraîner, de me faire des skills, ce qu'on appelle ça, tu sais, de travail de passe, technique, de jongle, de course, de dribble. Mais après, il y a aussi beaucoup de travail sur la force athlétique, la musculation, l'haltérophilie, le yoga, enfin voilà. Ça fait énormément de disciplines différentes. Comment est-ce que tu arrives à être performant sur autant de disciplines différentes et à concilier tout ça dans une semaine qui fait que 7 jours, malheureusement? Ouais, c'est ça, c'est clair, on a que 7 jours. Je mets des priorités, je fonctionne beaucoup par... En fait, ce que je fais pour mes athlètes, je le fais également pour moi, le fait de planifier, programmer, périodiser. J'essaie de garder cette rigueur, cette discipline. Et je m'octroie des petits moments chaque jour, que ce soit 20 minutes, une demi-heure, 1 heure pour m'entraîner. Des fois, je vais avoir des priorités sur le yoga, la mobilité, d'autres moments sur l'haltéro, sur la force athlétique, tu vois, et d'autres moments sur plutôt les sports. Ça dépend vraiment des périodes. Tu vois, par exemple, là, on va arriver au printemps, donc il y a les beaux jours, donc je vais retourner sur la piste, je vais retourner sur les terrains extérieurs, tu vois, donc ouais, ça dépend un peu du timing. Et t'as jamais peur de tomber dans le surentraînement, à vouloir toujours plus en rajouter ? Bonne question. Ouais, c'est une très bonne remarque. C'est ce que je me suis posé exactement hier. Et c'est vrai, c'est véridique. Pourquoi ? Parce que je commence à prendre du retard sur mon programme perso. J'ai 2 séances de retard, mais j'étais pas très en forme. Je commençais à avoir une petite douleur au tendon rotulien, ce que je n'ai jamais eu de toute ma vie, tu vois. Du fait de moins dormir aussi, et je me suis dit bon, est-ce que c'est moi qui me trouve des excuses en disant ouais, allez, t'entraînes pas, prends un petit jour off, ou est-ce que vraiment je suis en surentraînement de manière objective et pas trop subjective. Voilà, j'essaie beaucoup de m'écouter, de faire la part des choses, mais non, on essaie de bien gérer quand même. Est-ce qu'il y a des outils qui te permettent d'avoir un feedback assez précis justement sur ton état de forme et sur ton possible surentraînement, sur tes besoins de récupération ? Personnel, tu parles ? Oui, est-ce que par exemple tu suis, je sais pas, ta variabilité de fréquence cardiaque ou de ce genre de choses ? Ouais, on a, comme sur les athlètes qu'on a, on fonctionne avec des GPS, on a du tracking, du monitoring, on a des
des cardiofréquencemètres, tu sais, de la marque Polar. On a aussi beaucoup de questionnaires subjectifs avec ton état de forme, de stress émotionnel, physique et tout. Et je les utilise également pour moi. Donc ouais, j'essaie quand même de fonctionner avec ça. Mais je fonctionne beaucoup aussi sur mon écoute perso, mon intuition, mes ressentis. Ouais. Je commence à me connaître, tu vois, depuis 3, 4, 5 ans. Donc. Et en général, t'as un bon matching, je veux dire, t'es assez honnête avec toi-même, t'as un matching entre le feedback technologique et ce que tu ressens au fond de toi? Ouais, je suis un mec honnête, mais je suis hyper têtu ou hyper rigoureux, discipliné avec moi, et même trop, et des fois ça empathie sur mon entourage ou mes proches. Et donc j'essaie, et on me le dit souvent. Je suis allé voir mon chiropracteur la semaine dernière qui travaille beaucoup avec les énergies et le spirituel, ce que j'accroche beaucoup, et qui m'a dit que j'étais pas dans le contrôle, mais je suis beaucoup trop exigeant et comme un bulldozer avec moi. Il faut vraiment que j'apprenne à observer, tu sais, à être comme un faucon, à prendre du recul, à observer, à analyser, à prendre du recul et plus observer mes actions et pas trop être tout le temps dans l'action, quoi. Ouais, parce qu'en plus, du coup, tu as tes entraînements perso, tu entraînes des athlètes en tant que préparateur physique, t'es entrepreneur, t'as peut-être une vie personnelle aussi, ça commence à faire beaucoup. Je pense que tes journées doivent être bien remplies. Ouais, tu as tout dit. C'est un choix. Clairement, c'est un choix que je dis pas que je me l'inflige parce que c'est que de la passion. J'ai vraiment une vision, une mission. Je veux vraiment donner du sens à ce que je fais. Donc c'est un choix volontaire, si tu veux, de bosser autant. Mais je ressens pas ça comme du travail ou des contraintes. Tu vois, je me lève tous les jours avec l'enthousiasme, avec l'optimisme, la bonne humeur. Et donc, comme tu as dit, de s'entraîner. En fait, je me prends 1 heure par jour pour moi. Même si c'est qu'une séance d'étirement ou si c'est des grosses séances, c'est 1 heure. En général, je me prends le matin très tôt ou le soir plutôt. J'ai toujours mes coachings personnels en live, donc en présentiel ou alors à distance, les athlètes, les suivis, les rendez-vous pro, l'entrepreneuriat. Ouais, il y a énormément de choses, mais c'est comme ça. Mais je suis entrepreneur aussi, dépendamment du podcast. Top. Et j'ai suivi exactement la même stratégie que toi, c'est-à-dire me lever tôt et faire mes entraînements très tôt le matin. Donc je l'ai fait vers 6h30, je vais promener mon chien jusqu'à 7h et de 7 à 8, je fais mon entraînement. Comme ça, je commence ma journée, j'ai déjà fait quelque chose d'important pour moi, je suis bien, je suis en forme. Et en plus, ça empiète pas vraiment sur mes heures de travail puisque je fais ça très tôt. Juste une petite parenthèse, t'as parlé tout à l'heure d'un chiropracteur qui en plus visiblement a une petite casquette de psychologue. Ouais. C'est pas si commun que ça, c'est moins populaire que l'ostéopathe. Exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi est-ce que tu vas le voir C'est une très bonne remarque. Dis-toi que la première fois que j'ai vu comment ça s'appelle? C'est plus qu'un physiothérapeute, c'est plus qu'un ostéopathe, c'est plutôt un massothérapeute. Il y en a pas trop en France, mais quand je suis allé au Canada, que j'avais 18 ans, je sortais d'un stage intensif avec un ami et collègue à moi, Lissandro Araneda, qui est entraîneur au Canada, et on avait été voir un massothérapeute, et juste en me touchant au système nerveux périphérique, sur des zones sensible du corps, etc. Il m'a dit toute ma vie, si tu veux. Il m'a dit des choses que j'ai vécues, de mon passé émotionnel, des choses qui m'ont marqué. Et ça m'a fait waouh, tu vois. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose autre que le physique, que le spirituel, où on peut aller très loin. Et cette personne-là, qui est à Toulouse maintenant, le chiropracteur que je vois, il travaille avec certains de nos joueurs ici, mais je le trouve vraiment très compétent, et il va chercher justement dans l'être, dans la conscience, dans la spiritualité, et il m'a révélé des choses sur mes ancêtres, sur ma personnalité, sur ma famille, sur mes proches, sur moi-même, tu vois. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant, juste en manipulant, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça paraît dit comme ça un petit peu magique. Ouais, c'est ça. Écoute, en tout cas, je suis assez curieux. C'est dommage qu'il soit à Toulouse parce que sinon j'aurais peut-être bien aimé le rencontrer, faire une petite séance avec lui, puis pourquoi pas. Tu dois en avoir à Montpellier. Il faut juste vraiment les trouver. Ils sont rares dans les villes, même à Toulouse, qui est une grande ville. T'as peut-être 2 ou 3 dans la ville, mais ouais, c'est des gens comme ça qu'il faut garder dans son entourage et qu'il faut apprivoiser comme il faut. Bon écoute, je prends bonne note du conseil et j'investiguerai plus en profondeur le sujet une fois rentré. On l'a dit, je l'ai dit en introduction, pour réussir à faire autant de choses, il y a quand même un facteur récurrent dans ce que tu fais, c'est la performance, que ce soit physique, que ce soit intellectuel dans ton métier d'entrepreneur. Et pour ça, moi, je crois beaucoup aux petits hacks que tu rajoutes dans ton quotidien qui te permettent d'optimiser les performances de ton corps et de ton esprit. Donc, je te propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de ceux que tu utilises. Peut-être en prenant une journée type et en commençant par ta Miracle Morning. Ouais, avec grand plaisir. Ça fait maintenant, j'ai 26, depuis mes 20 ans, 21 ans, que j'ai pris conscience, grâce à de nombreuses lectures, de rencontres et d'interviews, tu vois, comme on fait là, que notre première ressource, c'était le temps. Et
Et le temps, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. C'est quelque chose d'invisible, pourtant qui est commun à tous, qui est universel. On a tous le même temps, 168 heures par semaine, la même capsule, le même volume de temps. Et je me suis dit, il est irrécupérable. C'est une valeur qui, au contraire de l'argent, au contraire d'autres ressources qui sont inépuisables, on va dire, ou qui comment on va dire ça, qui sont recyclables, on va dire, le temps c'est impossible. Et donc je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir optimiser ça, tu vois, en perdre parce qu'on en perd parce que le temps là il défile, mais comment l'optimiser? Et ça passe déjà par non pas les Miracle Morning, mais plutôt la veille de chaque journée où on va dire que ça commence à la fin de chaque journée où je fais des evening routines, si tu veux, des routines du soir qui durent entre 20 et 30 minutes où j'ai plusieurs questions que je me pose sur ma journée, plusieurs points de satisfaction, où je prends mon agenda et je fais ma journée du lendemain, où je lis, je médite, je travaille sur ma respiration et ma cohérence cardiaque. Donc c'est plein de choses en fait qui vont déjà conditionner, tu vois, mon esprit pour le lendemain, et où le sommeil, parce que je dors peu, mais je dors bien, agit déjà pour le lendemain. Et quand je me lève le lendemain pour faire justement comme tu as dit ma Miracle Morning, tout est déjà en place, tout est fluide, tu vois. Donc voilà. Mais si tu veux rentrer dans les détails, du coup, commençons par le soir, puisque la journée se prépare en fin de journée. C'est ça. Donc tu as parlé de plusieurs choses. Déjà la méditation. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis combien de temps tu le fais? Méditation, dis-toi que la première fois que j'ai entendu parler de ça, je devais avoir 19-20 ans, et c'est pas, on va pas dire je me moquais des gens qui méditaient, tu vois, mais je les prenais comme des gens perchés dans l'au-delà, qui se mettaient en lotus, tu vois. Et puis petit à petit, j'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif où j'avais peut-être du fois du mal à me concentrer. Mais le fait de apprendre à méditer grâce à la lecture, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, j'ai écouté beaucoup de podcasts, regardé beaucoup de vidéos. Et puis après, tu mets en pratique. Parce que je suis quelqu'un qui, je lis un truc, je mets en pratique. Je lis un truc, je mets en pratique. Bien sûr, si ça me correspond, tu vois. Mais je passe beaucoup à l'action. Je tire avant de viser, comme on dit. Et méditer, pareil, au début, je tenais 30 secondes, puis ensuite 1 minute, puis 3, puis maintenant, je peux méditer 20-25 minutes. Et où j'arrive à aller dans pas des dimensions parallèles, mais vraiment à m'élever spirituellement. Et j'ai commencé, du coup, à mes 23 ans, on va dire, donc ça fait maintenant 3-4 ans que je médite pleinement, c'est ça, 4 ans pleines où je médite pleinement et où ça m'aide vraiment sur plein de choses, sur ma concentration, ma vision, ma clarté d'esprit, mon calme, mon stress, il y a plein de bienfaits, ouais. Ouais, je ressens exactement la même chose que toi. Je suis aussi plutôt à tendance hyperactive. Ouais. Et la méditation était initialement quelque chose d'antiphysiologique, on va dire, pour moi. Donc ça m'a demandé de gros efforts. Et d'ailleurs, c'était un petit peu l'erreur que j'ai faite au début, c'est de voir ça comme un exercice, comme quelque chose que je devais réussir. Une contrainte, tu vois. Alors qu'en fait, il fallait que je le voie comme un lâcher prise, comme moment que je m'accordais à moi-même pour faire le tri dans mon esprit, relâcher un petit peu tout, me calmer. Et effectivement, ça m'apporte de la concentration, un lâcher prise énorme, etc. Et surtout, ça me permet de faire un sas de décompression entre ma journée de travail et ma soirée, et d'être beaucoup plus à l'écoute du moment présent et de ma soirée, parce que sinon, j'ai toutes les idées du boulot qui continuent à tourner dans ma tête toute la soirée, et au final, je lâche pas, quoi. Exactement. T'as tout dit. Et donc, le travail de respiration que tu le fais pendant ta méditation ou après? C'est quoi? C'est du 365 avec des cycles de respiration, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, 3 fois par jour pendant 5 minutes, ce genre de choses? J'ai plusieurs techniques là, t'as parlé de cohérence cardiaque qui sont une des techniques que j'emploie. Je fais aussi du PNF en 3-3-3, par exemple, c'est 3 secondes d'inspi par le thorax et diaphragme, apnée, et 3 secondes d'expiration par le ventre, on va dire, par le périnée, le transverse. Je peux faire des méthodes Wim Hof, tu sais, où on va hyperventiler, tu connais un petit peu, mais on va hyperventiler, puis travailler sur notre apnée la dernière répétition, sur la dernière respiration, on va tenir peut-être 1 minute 30 la première, ensuite on va faire 20 respirations hyperventilées, on va expirer, puis après je vais tenir peut-être 2 minutes 30 d'apnée, puis la dernière 3-4 minutes. Mais franchement, même l'apnée, ça aide énormément à être dans le moment présent et dans l'instant et à faire le vide. Il y a aussi des techniques de poser sa main sur le ventre ou sur le cœur. Il y a plein de choses et j'essaie de varier un petit peu chaque jour selon parce que j'ai des tableaux chez moi, j'ai plein de tableaux chez moi où j'ai tout écrit et je regarde là je fais ça, tu vois. Ouais, peut-être aussi en fonction de ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu cherches à t'endormir, au contraire t'énergiser. Ouais, exactement. Et t'en utilises aussi au cours de ta journée? Non, à vrai dire non, ça sert à rien de faire le mytho et on va dire je respire 3 fois par jour, enfin je fais 3 techniques par jour. Non. Durant la journée justement, je suis en full, tu vois, je me pose pas de questions, j'agis, je fais ce qu'il y a à faire et c'est par contre dans les moments où je peux être seul,
le matin très tôt, quand je me lève avant la personne avec qui je suis ou des potes ou peu importe, ou alors le soir des fois quand je me prends un moment. Ouais. Et le dernier ingrédient magique de ton evening routine, c'est l'écriture. Enfin, donc tu as parlé un peu d'écriture aussi. Ouais. Tu as parlé d'écriture. Tu fais quoi, un journal de gratitude? Écriture, c'est un des seuls points que je mets pas souvent en pratique. Pourquoi? Parce que j'écris beaucoup sur l'ordinateur et sur mes notes d'iPhone. En fait, tu sais, j'ai toujours un bloc-notes avec moi. Mais j'avais un bloc-notes physique avant, mais maintenant je mets tout dans mes notes. Dès que j'ai une idée, un truc qui me passe par la tête ou gratitude, je mets tout sur mon iPhone. Mais l'écriture, non, je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'écris pas bien et ça me fait chier d'écrire ou de dépenser du papier pour rien. Mais par contre, j'écris beaucoup sur l'ordi et tout ce que j'écris sur l'ordi, ensuite j'ai tout imprimé sur mes tableaux chez moi. Donc en fait, si tu veux, l'écriture, je la fais soit psychologiquement ou soit je la fais sur ordi. Après, j'imprime tout et je mets sur mes tableaux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas trop. La gratitude, par exemple, t'en as parlé. Je la fais dans ma tête. Je la fais dans ma tête, surtout pour mes routines du matin. On va en parler après, mais où c'est pas simplement dire merci pour ci, merci pour ça, tu vois, c'est vraiment prendre conscience et le transmettre ou le dire avec foi et avec certitude et avec comme si quelqu'un t'entendait dans l'au-delà, tu vois, et que ce soit comment te dire, que ce soit vrai, quoi, que ce soit authentique, voilà, et que ce soit pas juste des paroles en l'air que tu répètes chaque jour comme ça. C'est vraiment y croire et se dire ouais, j'ai de la chance de respirer, j'ai de la chance d'être en bonne santé, de pas avoir douleur, d'avoir un toit, d'avoir cet appartement, de faire ce que j'aime, tu vois, il y a plein de choses. Hein. Et ça, t'arrives à y penser au cours de la journée, à le faire régulièrement? Non, ça non. Y penser vraiment au cours, comme je t'ai dit, ma première heure de la journée conditionne toute ma journée, et après le soir, des fois, j'essaie de me prendre une demi-heure. Okay. Donc, mais non, durant la journée, non, je suis speed. Et t'as parlé plusieurs fois de tes tableaux. Alors apparemment, tu as des tableaux chez toi avec plein de choses. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Ouais, ben je mettais quelques stories où j'en ai déjà parlé, ou des fois j'ai des amis qui viennent et qui voient ça. Ben c'est rien de fou, hein. Il y a pas mal de monde qui le fait. En fait, j'avais accumulé de toutes mes lectures, mes interviews, mes voyages, mes trucs, plein de notes, plein de fiches et tout. Puis je me suis fait tout un espèce de programme, une formation, comme si je me faisais une formation à moi sur tous mes départements de vie, tu vois, que ce soit santé, physique, performance, j'ai carrière, affaires, business, j'ai relations sociales et amour, j'ai psychologie, émotion, leadership, tu vois, c'est tous des départements de vie. Et sur mes tableaux, à chaque fois, j'ai plein de feuilles d'affirmation, de visualisation, de calcul, de chiffres, d'objectifs, C'est quoi, des citations, par exemple, que tu as trouvées qui t'inspirent? Il peut y en avoir, ouais. Il y en a, par exemple, j'ai un département psychologie et leadership, tu vois, et j'ai 6 feuilles A4 qui sont collées sur mes tableaux, et dans ces 6 feuilles, j'ai des citations, il y en a d'autres, j'ai des proverbes, il y en a d'autres, j'ai des tableaux de visualisation où je mets des photos de ce que je veux, de ce que j'ai déjà, ou alors je mets mes listes de réussite, où je mets, où est-ce que je serai dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou voilà, enfin il y a plein de choses. Hein. Et alors où est-ce que tu seras dans 10 ans? Où est-ce que je serai dans 10 ans? Et je me vois souvent comme ça, je pense, à la tête de plusieurs entreprises. Je dis pas que toutes seront viables et prospères, mais beaucoup soit dans le sport de haut niveau, soit dans l'humanitaire, tu vois. Dans l'humanitaire, j'ai pour vocation, et je sais pas pourquoi, depuis que je suis assez jeune, de vouloir faire disparaître le plastique de notre terre. Je sais pas encore pourquoi, d'où ça me vient et tout, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dessus. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le sport de haut niveau, ça n'a rien à voir avec le physique ou la nutrition ou ce que tu veux, ou avec nos minutes. Mais je me vois dans 10 ans à beaucoup voyager, à être épanoui, comblé avec ma petite famille, avoir investi dans l'immobilier comme j'ai déjà fait, en bourse, avoir des revenus passifs, à être en pleine santé, à rencontrer beaucoup de monde et surtout essayer d'aider un maximum de personnes. Tu connais le mouvement FIRE? Non, du tout. Parle-moi-en si tu veux. Alors, en gros, le principe, c'est de vivre un petit peu avec frugalisme, et d'investir en bourse, dans l'immobilier, etc. Et justement de pouvoir prendre sa retraite. La baseline, c'est de prendre sa retraite à 40 ans. Après, le principe, c'est pas tant l'âge à laquelle tu le fais, ni vraiment prendre ta retraite, parce qu'au final, t'as des side business, mais c'est plutôt se libérer de la nécessité de l'argent ou de travailler pour travailler sur ce qui te plaît. Ouais, l'indépendance financière, la liberté financière, c'est clairement un but, mais en soi, la liberté financière, c'est un résultat du process, tu vois. Et avant d'être libre financièrement, t'auras la liberté amoureuse, la liberté psychologique, la liberté d'esprit, la santé, enfin. Et c'est surtout des petites libertés que tu construis, puis la liberté financière, ça viendra à la fin, tout seul. Ouais, c'est... Le voyage, t'en as parlé, donc c'est quelque chose qui te plaît aussi beaucoup. Tu voyages déjà actuellement, t'as le temps malgré ta vie hyper remplie?
je t'avoue que je connais personne qui n'aime pas voyager. Vraiment, tu vois. Bah après, je pense que l'humain est nomade. Hein. Il y en a qui aiment quand même rester dans leur canapé devant la télé. Ouais, c'est vrai, qui sont casaniers ou qui aiment leur petit truc. Moi, je me vois vraiment pas rester toute ma vie au même endroit, où j'aime vraiment bouger, rencontrer du monde. J'ai fait plusieurs voyages avec mes petites amies ou avec des amis, mais aussi seul, tu vois. Et c'est souvent mes voyages seuls qui m'ont permis de travailler sur mon introspection, de rencontrer des gens, de m'ouvrir plus l'esprit, tu vois, et pas toujours être soit avec ma compagne uniquement, soit avec mes amis et d'être dans notre délire, tu vois, de s'ouvrir au monde, tu vois. Et puis t'es beaucoup plus dans l'aventure, parce que tu peux compter que sur toi-même. Je pense qu'il y a un facteur stress qui est plus important aussi. Ouais, stress ou aventure, ça dépend comment tu le vois, ouais. Enfin, moi, je vois plus comme une aventure, mais l'aventure vient du fait que, justement, il y a un challenge qui est un petit peu plus important parce que t'es tout seul, livré à toi. Clair. Et donc, qu'est-ce que t'as fait comme expédition, comme voyage? Tout seul, tu veux dire? Ouais. Tout seul, je suis allé 2 fois au Canada, une fois au Danemark, en Pologne, en Belgique. Belgique après parce que je viens de là-bas, mais... Ah, t'es belge? Ouais, malheureusement. Je suis franco-belge. C'est vrai? Ah, bah, tu vois. Je suis né à Autigny-Louvain-la-Neuve. Je connais rien du tout. Moi, je suis né à Namur et j'y suis retourné peut-être 1 ou 2 fois. Ouais, t'inquiète, j'ai pas vécu beaucoup non plus. Ouais. Et non, quelques voyages seuls comme ça, Australie aussi, et donc voilà quoi. Ouais, super, beau parcours. Ouais. Bon, du coup, tu te couches. Ah oui, une dernière question par rapport à ta routine du soir. Du coup, tu disais que t'écrivais sur l'ordinateur. Tu utilises peut-être des lunettes anti-lumière bleue ou ce genre de choses. Ou bien tu trouves que ça marche pas spécialement? En fait, ce que je fais, c'est que je travaille pas le soir sur ordinateur. Je travaille les autres jours, mais ce que j'ai écrit sur ordi, donc ce qui est imprimé au tableau, je le lis le soir. Tu vois, tu comprends mieux, tu vois le truc. Donc non, je me sers pas de l'ordi le soir. Donc t'évites les écrans le soir quand même. Ouais, oui et non, parce que je vais pas te mentir, Instagram, les messages privés, les trucs, justement, j'y réponds le soir. En fait, je vais essayer de me remémoriser aussi, parce que tu sais, quand t'as tout écrit, quand t'as pas besoin de réfléchir. Mais là, je vais devoir réfléchir et essayer de te faire passer ce que je fais vraiment. Je rentre, il est peut-être allé 21h30, 22h. Je me fais à manger, parce que j'aime bien cuisiner, même si je fais des trucs pas sophistiqués, mais j'essaie de me faire à manger avec que des aliments frais, bio et tout. Enfin bref. Ensuite, je prends douche froide ou douche chaude, ça dépend de mes instants, de mes moments. Je passe sur tout mon travail de questions, par exemple, qui ai-je aidé aujourd'hui, à qui ai-je donné quelque chose, qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, les 3 missions que j'ai réussi à faire, enfin tu vois, que des questions existentielles. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai 5 minutes de cohérence cardiaque ou 10 minutes de méditation. J'ai un peu de yoga et d'étirement ou d'automassage. Et je finis par la lecture. Soit lecture de mes fiches ou de mes tableaux, ou soit la lecture de livres. Et à la fin, je mets ma journée sur agenda. Voilà. Ok. Donc, je mets ma journée. Elle est déjà mise, mais je vois si... Je confirme bien à l'heure où il faut que je me lève. Je confirme bien ce que j'ai à faire. Si j'ai pas oublié un truc, comme ça, après, t'as plus rien en tête, toi. Non, mais c'est clair. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que même une tâche très très peu importante, si tu l'as pas faite et que tu l'as pas notée, elle va obnubiler ton cerveau et gêner toute ta concentration, toute ta réflexion sur le reste, alors même qu'elle est insignifiante simplement parce que tu l'as pas notée ou que tu l'as pas faite. Ouais, exactement. Et donc le fait de faire des listes, faire des agendas, faire des to-do lists, etc., c'est hyper important pour libérer le cerveau parce que à partir du moment où elle est notée, c'est comme si elle était faite. Bah voilà, tu me parles d'écrire, en fait, j'écris, mais j'ai déjà écrit sur mes feuilles ou alors j'écris sur agenda, ouais, c'est ça. Et donc tu te couches vers 23h, quelque chose comme ça? Plutôt minuit, ouais. Plutôt minuit. Et donc le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, toujours réveil entre 5h00 et 6h. J'essaie de m'octroyer des moments off quand je peux. Et franchement, j'essaie de couper au moins 1 jour par mois ou 2 jours par mois. C'est pas évident. Mais je ressens que j'en ai besoin. Et mon chiropracteur, justement, pour revenir là-dessus, m'en a fait part. Il m'a dit, t'as besoin de te reconnecter à la nature. Parce que je crois un peu à l'astrologie, grâce à mon ex-petite amie qui m'a beaucoup parlé de ça, et j'y crois vraiment. J'ai un ascendant qui est taureau, et le taureau est souvent connecté à la nature, au sol, tu sais, a souvent besoin d'être pieds nus et tout. Et c'est vrai que moi, quand je suis très peu couvert, si tu veux. J'ai pas souvent froid. Chez moi, je suis souvent en caleçon ou t'as compris. Je marche souvent pieds nus et j'ai vraiment besoin d'être connecté à la nature. Donc c'est pour ça que j'essaie de couper au moins 1 jour ou 2 par mois, même 3 peut-être. Voilà. J'ai pas répondu à ta question, tu me demandais. Non, pas du tout, mais c'est hyper intéressant, notamment le fait de marcher pieds nus pour la puissance du pied, la proprioception, la peau plantaire, etc. C'est clair. Puis même les énergies, tu vois, les énergies que tu ressens, c'est hyper important. C'est vrai que ça, j'en ai entendu parler des ions négatifs, notamment quand tu marches sur la terre ou même dans l'eau, c'est encore mieux, il paraît. Ouais. Et qui permettent de renforcer le système immunitaire, de combattre la dépression. Donc il y a des études scientifiques très sérieuses et c'est là où tu te rends compte qu'en fait on n'est pas du tout. Aujourd'hui notre environnement il est fait d'asphalte et de building et de trottoirs,
alors qu'on n'est pas du tout fait pour ça et que le corps il est hyper bien fait à la base, mais il est presque en dehors de son état naturel. Exactement. Ouais. J'avais une vidéo là-dessus. La femme disait, regardez, on vit que dans des box. On vit dans des box dans le sens où, elle prenait l'exemple d'une petite fille qui a 10 ans, qui est tout à fait normale. Elle se lève le matin, elle va s'habiller, met ses chaussures, elle marche sur du carrelage ou du parquet. Elle va à l'école en vélo, en bus ou quoi. Donc elle est sur des matériaux qui ne sont pas naturels. Dans son école, pareil. Elle rentre chez elle le soir, pareil. Elle va au sport, pareil. Elle dort. Enfin, on est tout le temps dans des box et on est tout le temps coupé de la nature et des vraies choses, quoi. Et du coup, c'est 2-3 jours par mois, tu pars dans la nature avec ton sac à dos en forêt, pieds nus? Ouais, bon, non, quand même pas, tu vois. J'aimerais bien, en vrai, ça viendra le faire. Mais, soit je partais avec ma copine ou des amis, ou soit seul. Tu vois, là, bientôt, j'aimerais bien me faire un petit week-end, même seul, tu vois, partir seul, soit sur la côte basque ou en montagne et aller voir des petits villages que j'ai pas eu l'opportunité de voir et juste avec mon sac, comme tu dis. Ouais, rando, sac à dos et tu vois qu'en mode sauvage. Exactement, c'est ça, tu super. vois. Et je sens que j'ai besoin de ça, là, en ce moment, tu vois. Moi, je sens que j'en ai besoin aussi, mais je le fais moins souvent que ce que je ne le voudrais. Ouais, exactement. Parce qu'on a toujours des vies hyper remplies et puis en plus maintenant moi j'ai une vie de famille puisque je viens d'avoir une petite fille. Félicitations. Donc ça complique aussi un petit peu la là, donne. tu vois, c'est bouleversant. Hein. Là, c'est pas que je le crains ça, mais je me dis, bouge-toi le cul, profite de faire tout ce que tu fais maintenant parce que quand ça va t'arriver. Bon après c'est génial aussi. Hein. Bien sûr. Tu prends un shoot d'ocytocine, t'es super bien, etc. Justement au niveau du temps, moi j'avais très très peur de pas dormir de la nuit, du coup d'être hyper fatigué, que ça impacte énormément toute ma vie. Et je suis tombé sur le bébé que j'ai toujours rêvé d'avoir. Elle s'endort à 9h, elle se lève à 5h, c'est nickel. Ah, trop bien, tu vois. Par exemple, nous, dans le staff, on a aussi un jeune qui a 28 ans maintenant, qui analyse vidéo. On a des joueurs qui sont papas maintenant, et ça change forcément, tu sais, ta vie. Donc, on a des joueurs qui sont de plus en plus fatigués, ou qui dorment moins, ou qui sont un peu plus sur les nerfs. On a des mecs du staff qui viennent d'être papas également. Donc, c'est que des trucs à gérer aussi, nous, à l'intérieur du staff, ou nous, entre les joueurs. Et c'est vrai que ça change une vie. De tous les dires que j'entends, ça change une vie concrètement. Tu revois tes priorités, tu revois même tes priorités par rapport à toi, ta relation avec ta conjointe, elle peut être différente ou pas. Il y a vraiment plein de choses qui changent, donc. Tu rajoutes un créneau de sieste de 20 minutes après manger le midi. Ouais, exactement. Non, mais c'est clair, ouais. Bon, revenons-en à notre Miracle Morning. Ouais. Alors, du coup, tu nous as toujours pas dit ce que tu faisais le matin. Et ouais, parce qu'on a débordé, mais tu vois, c'est bien, on interagit là-dessus. Ce que je fais le matin, allez, je me lève, j'ai tout un ordre. Je me lève, je fais mon lit, la première des choses, je laisse le portable en mode avion. Donc, admettons, il est 5 heures. Je me lève, je fais mon lit. Je te fais le parcours, hein, exactement. Je fais mon lit, j'ouvre ma fenêtre, donc j'ouvre les volets, je prends un petit bain d'air frais, tu vois, ou alors je vais sur ma terrasse. Je vais aux toilettes, je me brosse les dents, je me prépare, donc se coiffer, brossage de dents, barbe, tout ça, enfin bref. Je médite, donc je vais dans ma salle où je médite, je travaille sur ma respiration, travail de gratitude. Ensuite, je travaille sur tous mes tableaux pendant un petit quart d'heure. Et à la fin, je passe sur yoga, mobilité, etc. Une fois que tout ça est fait, je m'habille, je descends, je suis prêt, je pars. Je vais soit m'entraîner ou soit coacher. Donc il est 6h45, 7h. Je pars m'entraîner, où je m'entraîne. Et après, début de la journée, 8h30, 9h, début de la journée, jusqu'à 20-21h, ouais. Et du coup, tu petit déjeunes pas? Tu fais du jeûne intermittent? C'est une très bonne question. Ouais. J'ai toujours adoré les petits déj, mais ça fait 2-3 ans que je déjeune plus. Et je me sens très bien. Donc je fais du jeûne intermittent. C'est vrai que de 22h à midi, 13h, 14h. Tu vois, j'ai pas mangé là depuis hier 21h30. Tu vois. Et je mange très peu. Et je mange beaucoup moins qu'avant. Avant, quand j'avais 19, 20, 21 ans, j'étais en mode bodybuilding, c'est masse musculaire, donc tu fais 5-6 repas par jour, enfin bref. Maintenant, je mange 2 fois, 3 fois grand max. Beaucoup moins de calories, donc ce qui fait que je suis moins lourd, mais je me sens beaucoup mieux depuis quelques années et ça va bien. Justement, ça me donne envie de te poser 2-3 questions. Vas-y. Déjà, quand tu fais pas mal de sport, tu brûles quand même beaucoup de calories, et donc du coup, normalement, t'es obligé de manger beaucoup. Bien sûr. Donc, si tu fais du jeûne intermittent, c'est vachement difficile parce que soit tu fais 1 ou 2 repas énormes et ça te pète le vide, soit du coup, t'es en déficit calorique tout le temps et donc tu passes ton temps à perdre du poids. Mais exactement. Mais en fait, je pense que la nutrition, elle a des rapports avec notre système endocrinien, hormonal, etc. Tu sais, il y a la chrononutrition, la rythmonutrition, la micro, il y a tout. Mais je pense que ça va bien au-delà. Et quand t'as beaucoup d'énergie, quand t'as un état d'esprit positif, quand tu fais plein de choses dans ta vie,
t'en oublies de manger. Et c'est vrai que je lisais ça dans un livre, dans un grand entrepreneur, je sais plus qui c'est. Les gens mangent souvent par paresse. Par paresse ou par ennui. Les gens mangent souvent quand ils s'ennuient ou ils grignotent quand ils s'ennuient ou parce qu'il y a rien d'autre à faire. Mais quand t'as plein de choses à faire et que tu t'es heureux dans ta vie, des fois t'en oublies de manger presque, tu vois. Et je disais même un truc je crois que c'était Elon Musk qui disait ça, que quand t'es pris dans un truc ou quand t'as plein de choses à faire, t'es tellement animé par tous tes projets que t'en oublies de manger. Mais après, bien entendu, il y a des jours où je vais le sentir que là j'ai vraiment besoin de certains aliments, de bons nutriments, etc. pour pas tout taper dans mes stocks ou pas tout taper dans mon physique, quoi. Ouais. Mais ça impacte pas ta performance sportive? Je le sens arriver. Vraiment, je m'écoute beaucoup. On en a parlé au début, je m'écoute beaucoup et je le sens quand je commence à avoir des petites douleurs à l'épaule, des petites tendinites ou des douleurs au tendon rotulien comme j'ai eu hier, il y a quelques jours, alors que j'ai jamais eu ça. Donc c'est forcément dû à la relation à ton pH ou ton volume nutritionnel ou ta qualité de nutrition ou ton sommeil. Et en fait, il y a plein de choses. Tout est lié vraiment. Et donc je me dis que tes journées de ouf, ton énergie, ton enthousiasme, ça suffit pas. Donc des fois, je me recentre un peu plus sur la diète, sur la nutrition, sur la qualité, la quantité surtout, tu vois. Ouais. Et du coup, tu parlais d'une période de ta vie où tu faisais 5-6 repas par jour et tu faisais de la musculation, etc. Donc, je suppose que tu t'étais construit un bon physique, une bonne masse musculaire. Ouais. Depuis que tu as changé tes habitudes alimentaires, est-ce que tu as réussi à la maintenir malgré tout? Quand j'avais 19, là je suis petit, je fais 1m72, 73. Et du coup, c'est plus facile pour toi, t'as besoin de moins manger? Ouais, on va dire ça, ouais. Mais quand je mange, je suis un gros mangeur, tu vois, des fois. Ouais, je faisais 82 kilos, tu vois, mais j'étais juste en mode bodybuilder, tu vois. J'avais toujours mes qualités explosives, de saut, de détente, de vitesse, parce que je sortais de sport de haut niveau. Mais je sais que si j'avais continué comme ça jusqu'à maintenant, j'aurais perdu pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai préféré m'orienter non pas en tant que bodybuilder au mec de musculation, mais en tant qu'athlète. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais 76, 77 kilos, donc 5-6 kilos de moins, mais en étant aussi sec et en ayant des performances beaucoup plus importantes en gymnastique, en force, en haltéro, en vitesse, tu vois. Ouais, ça m'étonne pas parce que le fait d'être trop lourd en termes d'agilité, même d'explosivité, etc., c'est pas... Puis même le type d'entraînement, faire du bodybuilding ou la muscu, ça m'aurait vite saoulé. J'ai fait ça 1 an ou 2, tu sais, quand tu commences à 17, 18, 19 ans, mais ça m'aurait vite saoulé. Hein. Donc bon. Et t'as encore des blocs d'entraînement en prépa physique je sais pas, justement, axé sur de la muscu, de l'haltéro. Ouais, tout le temps, ouais. C'est clair. Ouais, j'ai tout sur le portable, j'ai tous mes programmes, tout est fait, ouais. Du coup, tu trouves qu'il y a un transfert important entre tout cet aspect musculation et les autres sports que tu pratiques? Le transfert, là, du coup, on est dans la prépa physique, on va parler de prépa. Il y a du transfert. Là, tu veux que je parle pour moi ou pour les athlètes? Là, c'est pas pareil, hein. Parce que c'est carrément différent. Pour toi. Pour moi, perso, si je parle pour moi, il y a un transfert, oui, parce que je crois à ce que je fais, parce que je sais que c'est ça qui va m'amener là et parce que je me connais. Mais mimer des mouvements en prépa physique, c'est-à-dire mimer, je sais pas moi, des smashs, des kicks, des points, des shoots, ce que tu veux, des frappes, ça va pas forcément être transférable sur le terrain après. Donc il faut pas forcément chercher à mimer le geste sportif en prépa physique, mais si tu veux améliorer simplement ta détente verticale, des exos, il y en a des tonnes en prépa physique, donc je cherche pas forcément à faire de l'intégré, du spécifique et à mimer le geste sportif, mais je sais que oui, il y a un énorme transfert de la prépa physique vers la pratique, ouais. Ouais. Ok. On est passé un petit peu vite sur l'aspect nutrition. Du coup, je retourne en arrière bien sûr. Et peut-être qu'après on reviendra sur la partie prépa physique et sur la partie sport. Il y avait 2 trucs que j'avais notés dans tes podcasts, c'était le vinaigre de cidre et le jus de citron. Ouais. Un des 2 premiers podcasts, ouais. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé dans ma routine matinale, c'est ce que je prends le matin. Le vinaigre de cidre par cure. Sous 1 semaine ou 2, d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas pris, je pense que c'est au moins depuis janvier. Par contre mon jus de citron le matin avec de l'eau tiède, pas trop d'eau froide, de l'eau tiède à température ambiante ou corporelle. Après c'est de brosser les dents, parce que le citron peut défoncer les mailles dentaires si tu le prends avant de t'être brossé les dents, donc comme ça t'es plus ou moins protégé. Du coup, pardon, tu te brosses les dents alors que t'as pas pris de petit déjeuner. Exactement, mais je déjeune pas, je petit déjeune pas. Oui, tu vois. Donc non, mais le vinaigre de cidre... c'est très positif pour ta compo corporelle et quand tu fais des cures pour même sécher, tu vois, et pour un peu détoxifier tout au niveau de ton microbiote intestinal. Le jus de citron,
Pareil, sous forme de cure, mais tu peux en prendre assez régulièrement sans problème. Si tu le prends au bon moment, avec du bon citron et pas du citron plein de pesticides et OGM, et si tu le fais après t'être brossé les dents, c'est important. En plus, à Toulouse, ici, tu peux carrément le faire pousser dans ton jardin. Ouais. Moi, j'ai des citronniers sur ma c'est terrasse. Vrai. Trop bien, t'es gavé. Mais c'est mon objectif. Tu vois, ça c'est un de mes objectifs aussi de vie, d'avoir un énorme jardin et potager. Je te rejoins à 100%. Voilà. Je rêve d'avoir un grand jardin pour avoir mon potager, vivre un petit peu en autarcie, et poules pour avoir mes œufs. Ouais. Et ça, c'est un de mes grands rêves aussi. Voilà. Mais bon, aussi, ça va venir. Voilà, je réaliserai dans quelques années. Ça va venir, ouais. Et le vinaigre de cidre, du coup, c'est quoi? C'est un probiotique? Même pas, c'est du vinaigre de cidre. Non, mais pourquoi? Parce que tu disais que c'était bon pour ton microbiote. Ouais. Ça c'est hyper acide. Ouais. C'est hyper acide, mais c'est un probiotique qui agit comme ça en tant que tel, ouais. Dans le sens où ça va libérer tous les sucs intestinaux, si tu veux, et libérer tous les sucs gastriques qui vont permettre de nettoyer et d'avertir à ton corps que c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée, et que tu peux prendre du vinaigre de cidre avant de manger. T'attends 10-15 minutes, mais ça avertit le fait d'avoir un liquide acide, ça avertit tout ton estomac et tout ton microbiote, ouais. Ok, super intéressant. Bah écoute, je vais tester, je ferai peut-être... C'est horrible, mais il faut que tu prennes une cuillère à soupe, 5 centilitres, comme je disais dans le podcast. Okay. Ben, le podcast du vinaigre de cidre, c'est le tout premier qui est arrivé sur nos minutes. Donc, qualité de son, 0. Montage, 0. C'est pas grave, il y aura pas besoin d'écouter ce que tu viens de dire, là. Donc, cuillère à soupe. Ouais, une cuillère à soupe, 5 centilitres. Tu fais ça sur 2 ou 3 semaines maxi, tous les jours, et après, tu stoppes et tu reprends plus tard, etc., ouais. C'est hyper intéressant. Et on parlait du fait de marcher pieds nus tout à l'heure. Est-ce que tu utilises des chaussures minimalistes ou ce genre de choses? Ouais, j'en ai. Elles sont dans le placard pour l'instant. J'aimais plus trop. J'aimais surtout printemps-été, si tu veux, où j'adore me balader avec ça, même si tu ressembles à un con. Mais c'est pas grave, j'adore ça. J'adore être proche du sol, ouais. Ok. J'ai acheté je sais pas si tu connais des Skinners. C'est des chaussettes chaussures en fait. C'est des chaussettes avec une adhérence, un tissu. Ouais, voilà, il y a un truc en dessous, je sais plus à base de quoi c'est fait, mais il y a un truc en dessous, et donc en gros ça te protège plus ou moins si tu marches sur du verre, des clous, etc. Mais par contre tu ressens toutes les aspérités du sol, et là tu te reconnectes vraiment à ton... Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Ça s'appelle Skinners. Les Skinners, ok. Et en plus naturellement ça t'oblige à vouloir aller plutôt marcher dans de l'air, dans du sable, etc. Parce que quand t'es sur la route ou sur des cailloux, et ben c'est désagréable. Tu peux marcher à même le sol, même en ville, tu vas te balader ou sur le goudron. Okay. Bon après, t'as souvent les gens qui te demandent pourquoi vous vous promenez en chaussettes. Ouais, on s'en fiche de ça. Mais ça te reconnecte vraiment aux sensations du sol, et c'est là où tu te rends compte que les chaussures, elles atrophient complètement toute la partie sensitive de tes pieds que t'as dans les mains et que t'as aussi dans les pieds, mais tu l'oublies parce que ils sont protégés dans des cercueils. Mais c'est pour ça que tout le monde adore enlever ses chaussures le soir quand ils rentrent du boulot chez eux, et ils se sentent libérés, ça libère tous les mécanorécepteurs, et c'est le top. Exactement. Et sur la partie entrepreneuriat, est-ce que tu as des petits hacks aussi qui te permettent justement, tu disais notamment que tu étais très discipliné. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturellement inscrit chez toi, ou que tu as réussi à développer? Est-ce que tu as des stratégies pour ça? Et pour te lever à 5h du matin aussi, tant qu'on y est? Est-ce que la discipline est innée? Je ne pense pas, ça s'acquiert. Je parle pour mon cas encore, c'est pas une vérité absolue, mais ça s'acquiert. Je pense pas avoir été un ado plus discipliné qu'un autre, si tu veux, mais j'ai toujours eu déjà cette éthique de travail. Puis faut savoir que je suis parti de chez moi quand j'avais 16 ans pour le sport, donc de mes 16 ans à mes 26 ans, ça fait 10 ans que je vis seul, que j'ai mes appartements, que je vis de manière autonome, et forcément j'ai acquis cette discipline, j'ai développé, travaillé sur cette discipline, et vu que j'ai toujours été un gros bosseur, ça va de soi. Et ça peut être un avantage comme des fois un inconvénient, tu vois, avec certaines personnes ou dans certains moments de vie, quoi. Mais donc je pense que ça s'acquiert. Et après, pour le fait de comment se lever à 5h, je saurais pas trop dire, c'est que de l'habitude. Je suis pas un mec forcément lève tôt du matin à la base, hein. C'est juste que j'ai appris, j'ai fait preuve de discipline, parce que si tu te lèves une fois à 5h puis tous les autres fois à 8h, ça a pas de sens. Mais c'est une fois, puis 2, puis 3, puis 4, puis ensuite ça devient une habitude, et ça s'ancre, ça devient un ancrage, et donc c'est avec la pratique. La force des habitudes, on sous-estime souvent la force des habitudes, mais c'est la base. Tu vois, c'est pareil entre le fait de se lever. L'effet cumulé. Ouais, mais donc si t'as l'habitude de te lever tous les jours à 6h du mat, et ben après naturellement tu te lèves à 6h du mat. C'est ça. Et ça demande même plus d'effort pour toi. Et c'est la même chose pour l'entraînement le matin. Ouais. C'est la même chose pour les douches froides, pour l'exposition au froid. Enfin,
Et plein de choses, c'est ça. Et c'est dingue. Et donc d'ailleurs il y a une stratégie qui est de créer des mini habitudes pour commencer à créer le circuit neuronal dans ta tête. Exactement. Et ensuite après t'augmentes. Donc par exemple si c'est trop compliqué pour toi de faire 1 heure de sport pour tous les jours, ben tu te fixes comme objectif de faire une pompe par jour. Exactement. Seulement une pompe, ou mais tous les jours. Ou le tour de ton pâté de maison de chez toi. Voilà, ensuite tu feras 2, ensuite tu feras 3. Et après, t'as l'habitude et tu te prends au jeu et t'augmentes. C'est ça. Et ça marche hyper bien. T'as tout dit. Et tu vois ce que tu viens de dire, c'est ça la discipline en fait. La discipline, c'est vraiment la liberté et c'est des micro-tâches, des micro-actions, c'est 1 pas par jour, c'est 1% par jour, tu vois. Quand on te dit, allez, je veux perdre 20 kilos, je sais pas. Commence déjà par prendre ton objectif final, très bien, tu le redécoupes en sens inverse, vers qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour atteindre ces 20 kilos là. Bon, ok, je vais manger peut-être 400 calories de moins, je vais manger 2 fruits en plus, je vais dormir 30 minutes de plus, tu vois, c'est que des micro-actions chaque jour. Et ça accumule dans le temps. Ouais, et ça accumule dans le temps. Et je crois vraiment à l'effet cumulé. Et le livre justement, je crois que c'est Darren Hardy qui le fait, qui l'avait écrit, le livre L'effet cumulé, c'est la base, c'est des micro-tâches, des micro-actions qui font que tu t'es ce que tu penses au bout de 5, 10, 15, 20 ans, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, puisque là tu parles un petit peu de lecture, t'as fait un épisode aussi sur la lecture rapide. C'est vrai que l'idée est hyper séduisante de pouvoir lire beaucoup plus de bouquins avec peu de temps. Moi, j'avoue, j'ai déjà essayé. Après, tu nous expliques. Commence déjà par nous expliquer un peu comment ça marche. Déjà, c'est dur. La lecture rapide, c'est dur à apprendre et à mettre en place. Parce que tu sais, t'as toujours... on lit tous pareil, hein, dans le sens où tu suis avec les yeux, tu te répètes intentionnellement, avec ta petite voix, tu te répètes ce que tu lis, quoi, de manière consciente. Et apprendre à lire vite, ça s'acquiert. Ça peut être avec des petits hacks de mettre un doigt, de suivre avec son doigt les lignes, ou de cacher le bas de la page et de faire défiler comme ça, de travailler par groupe de mots, de limiter les mouvements oculaires de droite à gauche, de ne lire que le centre des phrases, parce qu'en général, tu sais, je sais même plus comment ça s'appelle, des pronoms, enfin les jeux, tu, il, nous, vous, les trucs comme ça, sont toujours en début ou en fin de phrase. Et les mots importants sont toujours au centre des pages. Donc limiter les mouvements oculaires, ne pas se répéter dans la tête ce qu'on lit. Il y a plein de choses. Je sais plus ce que je dis dans le podcast. Mais c'était grosso modo ça. Alors moi j'ai testé après j'avoue que j'ai pas bien suivi la méthode en comptant le nombre de mots par page, calculer mon temps, etc. À l'améliorer. J'ai pas eu une approche très scientifique et cartésienne. Je l'ai fait un petit peu comme ça. Et j'avoue que potentiellement ça marche. Donc tu lis beaucoup plus vite, notamment je sautais des mots. Tu vois, je disais parfois un mot sur 2 ou un mot sur 3 et tu comprends le sens général de la phrase parce que le cerveau est assez fort, assez intelligent pour créer automatiquement les connexions et donner et grâce au contexte trouver les mots qui manquaient que t'as pas lu. Ceci étant, j'avoue que après sur quelques pages t'as quand même une rétention d'informations qui me semble beaucoup plus faible que si tu t'étais vraiment concentré à bien le lire. Donc tu comprends le sens général, etc. mais tu retiens moins d'informations que si t'avais lu plus tranquillement. Et ça s'acquiert avec l'habitude, hein, je te jure. Moi au début, déjà t'as la peur quand tu lis une page, t'as la peur 1 de pas mémoriser, 2 de pas retenir, et donc de mémoriser, et 3 c'est d'avoir peur d'aller trop vite et de rater des choses, tu vois, dans le livre, de rater des choses. Mais quand tu apprends la lecture rapide, tu prends confiance. Et quand tu prends confiance, tu sais très bien que les informations primordiales, elles sont dans des moments clés du livre. Et quand tu apprends à lire vraiment vite, tu les repères automatiquement. Mais au début, c'est très dur. Et tu psychotes et tu te dis, oh non, j'ai raté ça. C'est ça. Et après, du coup, tu reviens en arrière et tu relis le truc. Et au final, t'as perdu encore plus de temps. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ok. Bon, écoute, je vais persévérer. Il faut. Mais là, pour l'instant, moi, je reprends mes lectures, pour parler de ça, je reprends mes lectures en lecture normale. Je garde quand même la limitation des mouvements oculaires, rester centré dans l'axe, ne lire que les mots importants, mais je suis plus dans la performance ou dans le chrono, tu vois. Mais non. Tu utilises des compléments alimentaires ? Zéro. Non. Même pas Ce que t'appelles complément, ça peut être quoi ? Je sais pas, par exemple le magnésium, des multivitamines. Non, magnésium, zinc, j'en ai pris un moment, mais c'est après ce que je consomme, c'est surtout bon, j'aime pas utiliser ce mot, mais ce qu'ils appellent les super aliments aujourd'hui, tu sais, beaucoup de cacao, de spiruline, de phycocyanine, de pollen, d'açaï, de betterave rouge, de carottes, enfin il y a plein de choses, il y a plein de choses. Bon, après ça, mais pas trop de compléments, non, compléments jamais. Tu vois par exemple de la whey, des BCA, des trucs de conneries comme ça, non, jamais. Non. Même si tu t'entraînes à jeun le matin ?
Même, ouais. Et justement, je suis beaucoup plus performant à jeun. Lorsque j'ai mes pics de testostérone ou de cortisol qui s'inversent et qui sont hauts, ouais, je me sens très performant le matin, hein, vraiment. Hein. Tu vois, ce matin, je me suis entraîné tôt et j'ai fait une superbe séance alors que j'ai pas beaucoup dormi. Mais musique, bonne routine, bonne activation neurale, ouais, t'es bien. Moi, je m'entraîne aussi le matin, du coup, à jeun également, et je me trouve aussi plutôt en forme. J'aime bien m'entraîner le matin, mais j'avoue que avoir un petit jus de fruits ou quelque chose comme ça pour te donner un peu de glucides quand même, ça t'aide. Mais moi, je suis toujours, attention, je suis pas du tout réfractaire à des glucides, mais je suis hyper dur avec moi dans le sens où il faut pas que j'ai de fat, il faut pas que j'ai de gras, faut pas que je grossisse, nanana. Donc, au final, ça me crée plus de stress et de cortisol qu'autre chose. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis un peu trop rigide avec moi, tu vois. Parce que de base, t'as un métabolisme plutôt hyper lent rapide. et Ouais, hyper rapide. Hyper rapide, donc t'es pas du genre à stocker et à faire non, du en plus, gras, tu vois. Mais je culpabilise tout le temps sur ça. Ouais. Ok. Et t'as des antécédents de surpoids? Non, jamais. Justement, jamais. Je veux rester. C'est marrant. Ouais. Plus le temps passe, plus je me dis. Avant, quand j'avais 20 ans, je me disais à 30 ans, faut que tu sois une machine. Quand j'aurai 30 ans, je me dirais à 35 ans, faut que tu sois une machine. Et puis ensuite à 40 ans, tu vois. C'est quoi le secret de la longévité selon toi? Dans quoi? Tu parles dans l'esthétique, Physiquement, intellectuellement, comment est-ce que à 80 ans je peux être aussi en forme qu'aujourd'hui? Déjà, j'espère vivre jusqu'à 80 ans parce que tu sais, des gars en superbe santé et tout, qui peuvent être atteints d'un cancer ou une connerie comme ça, tu sais pas d'où ça sort. Oui, bon après, je pense que tu peux réduire quand même la probabilité. Mais la secret de la longévité, moi je dirais que c'est que dans la psychologie, dans les émotions et dans son leadership. Savoir qui l'on est, sur son introspection, être épanoui, enthousiaste, heureux, tu vois, joyeux. Et je pense que la longévité, après, elle déteint sur le physique. Ouais, la passion, en fait, il faut donner une motivation au corps et à l'esprit de rester jeune et en forme. C'est ça. Et tu vois, Clint Eastwood, par exemple, j'ai vu que là, il avait 91 ou 92 ans. Il est en forme, le gars. Et il est en train de tourner un film. Bah ouais, il est en et forme, tu vois, il est tellement passionné, en fait, que, pourquoi s'arrêterait le corps alors qu'il a encore des choses à faire? Par contre, c'est sûr que si tu lui donnes plus rien d'intéressant à faire dans sa vie, aucune raison de se battre et de bouger, c'est il y avait l'interview d'une dame qui avait une chinoise ou une vietnamienne, je sais plus, qui a 110, 115 ans, et on lui demandait c'était quoi son secret de longévité. Elle disait évitez de vous mettre en colère. C'est tout, tu vois. C'est la gestion des émotions. Et c'est vrai que moi, je suis un gars à la base hyper impulsif et je démarre au quart de tour. Mais avec le temps, t'apprends à te gérer, à maîtriser tes émotions. Et c'est vrai que quand tu te mets en colère, ça déteint sur les 2, 3, 4, 5, même 6 heures après, même sur la journée entière, et ça taxe, tu vois, nerveusement, ça fatigue, et ça détruit des neurones, quoi, des cellules, donc, essaye de rester le plus neutre et bien dans sa tête. D'ailleurs, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours à toi. Donc, tu disais que tu étais parti de chez tes parents en 2016 parce que tu voulais être sportif de haut niveau. Non, en 2016, quand j'avais 16 ans. Donc oui, quand t'avais 16 ans, pardon. En 2011, ouais. Je suis fatigué, c'est la route. T'inquiète. Donc raconte-nous, t'étais parti pour faire quoi? J'étais parti pour le football à haut niveau pendant 3 ans. Donc en sport-études, centre de formation, etc. Et ensuite, je suis arrivé en STAPS à Toulouse à 19 ans. L'âge classique, tu sais, quand tu rentres à la fac après ton bac, 18-19 ans. Et ensuite, j'ai fait mon cursus STAPS, licence, master, classique, tu vois. Mais c'est parti là. Puis le temps passe super vite, tu vois. Ça fait déjà... J'en parlais avec ma mère la dernière fois. Je lui dis, t'imagines, ça fait déjà 10 ans que je suis parti, quoi. Et... C'est fou, quoi. Parce que tes parents habitent où? Ma mère habite à Argelès-sur-Mer. Mes parents sont divorcés. Mon père habite pas loin également, dans les Pyrénées-Orientales, quoi. Dans le sud de la France. Ok, donc t'as eu ton master et donc ensuite t'as commencé comme préparateur physique? Non, je travaille déjà depuis ma toute première année en STAPS. Donc j'ai pas de super rapport avec certains profs ou avec la fac ou l'administration de la fac parce que je voyageais, j'allais faire des stages, j'allais rencontrer des gens. J'étais peu à la fac, mais je me formais beaucoup tout seul en mode autodidacte avec la lecture, avec beaucoup de choses à l'extérieur de la fac, tu vois. Et le déclic, je l'ai eu quand je suis arrivé en STAPS, j'avais déjà des coachings, des clients, je faisais déjà la muscu, la prépa physique, tu vois, j'étais déjà un peu reconnu ou considéré, et j'ai pris une grosse claque dans la gueule quand j'ai pas eu mon premier semestre de STAPS, de Alain STAPS. Alors que je faisais le mariole, tu sais, je faisais un peu le gars qui se prenait pour un autre. Et j'ai pas eu mon premier semestre, j'ai eu 9,90. Et là, j'ai fait, ah ouais, t'es sérieux, tu vois, tout le monde te dit, ouais, t'es fort, t'es bon, t'es le meilleur, toi aussi. Alors, mec, tu vaux rien, t'es nul, tu redescends sur terre. Et donc, là, j'ai eu ce déclic-là, et j'ai commencé à bosser comme un dingue, à la fac et en dehors, hein, bien entendu, dans les clubs, dans les structures, avec mes coachings, mes athlètes, tout. Et puis, c'est parti de là, quoi. Donc, mais heureusement que j'ai eu ce déclic et que j'ai eu cette prise de conscience. Je me rappelle, hein, t'as les résultats du semestre, tu sais, j'étais allongé on était en coloc, j'étais allongé,
à genoux sur la table basse avec l'ordi et tout, et je descends. Alors, t'as eu ton semestre, tout le monde l'avait, tu vois. Et moi, non. Bah, là, j'ai pété un plomb. Remise. Et voilà, c'est parti de là, hein. C'est les moments qui te marquent. Ça a été un électrochoc, visiblement. Ouais, c'est bien ancré dans ta mémoire. Ouais, c'est ça, tu vois. Et comment t'en es venu à créer Gnominute? Alors là, grâce aux lectures, aux voyages, à ma pratique personnelle, aux compétences que j'ai acquis, etc., acquéries ou acquis, je sais plus acquis, je me suis dit, et à tout ce que j'avais sur l'ordinateur et tout, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps, sur la progression personnelle, la croissance, la nutrition, la prépa physique, l'entraînement. Et puis, je sais pas, le projet No Minute, il a commencé à maturer. Enfin, déjà, j'ai trouvé le logo. Puis ensuite, on l'a mis en place avec des amis qui bossaient là-dedans. Ensuite, le fait de know comme knowledge, tu vois, la connaissance, le partage et minutes, parce que les gens ont de moins en moins de temps aujourd'hui, tout le monde est stressé, pressé. Donc, d'avoir un maximum de compétences et de connaissances en un minimum de temps. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai commencé à écouter de l'audio, du podcast, et je me suis dit, ça va péter. Dans les années à venir, plus personne voudra apprendre par la vidéo, plus personne voudra être fixé sa gueule devant un écran, et je me suis dit, boum, on va faire ça sur l'audio, sur le podcast. Je connaissais rien. Et du coup, tu sais pas coder, t'avais rien du tout. Donc comment Et moi, je suis un gars, j'ai l'action en tête, j'ai le plan, j'ai la vision, j'ai la mission, je sais où je veux aller. No et après, Minute, je délègue. le nom, il claque. Donc, il faut que je trouve une idée. Donc, après, tu trouves l'idée, tu te dis, le podcast, l'audio, ça va marcher. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Putain, je sais même plus, pour te dire. Tu cherches un associé, peut-être? Même pas. Mon associé est venu après. Je cherche comment monter une boîte, parce que j'avais déjà une entreprise dans le séminaire, la conférence et tout, mais c'était différent. Donc, comment monter une boîte? Comment élaborer un projet startup? Mais grâce à toutes mes lectures, parce que je lisais un livre par semaine et je lis toujours un livre par semaine, de tous les grands entrepreneurs et tout, j'avais déjà plein d'idées, plein de trucs, tu vois. Donc, je savais où je voulais aller. Donc, je me suis renseigné avec les bons avocats, les bons notaires, le greffe, le tribunal de commerce, les développeurs, plein de trucs, tu vois. Et puis, voilà, ça grandit, hein. Et puis, chaque jour qui passe, je me dis, c'est bien, on fait du chemin, mais waouh, je suis tellement loin d'où je veux arriver, tu vois. Et tous les jours, il y a encore des projets qui évoluent. Tu vois, avec les développeurs, et avec l'équipe, hier, on avait rendez-vous hier. Et on a encore nouvelles choses qui arrivent, qui sont encore différentes du business model, du modèle économique, de la stratégie qu'on avait prévue. Et donc, on a encore plein de choses qui vont arriver de nouvelles sur No Minute, quoi. Ça coûte combien de développer une app comme No Minute, en tout cas dans sa première version? Là où elle est là actuellement? Non, dans sa première version. Toute première? Ouais. Entre site et application, 24 000 euros, et juste appli, il y en avait eu pour 12 ou 13 000, ouais. Ok, donc grosso modo, t'as 25 000 euros à sortir juste pour lancer ton projet. Sans savoir que ça va marcher, sans savoir que ça va plaire, sans savoir vraiment où tu vas, tu vois. Et donc, comment tu les trouves? Tu les avais? Ouais, j'avais, okay. Parce que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai investi 120 000 euros de ma poche, de fonds propres. Autant te dire qu'il me reste plus grand chose. Il n'y a rien à cacher. À moi-même, mes fonds, pas les fonds de la société, il me reste 5-6 000 euros, tu vois. Donc, c'est chaud. Tu dis que tu as investi 120, 130 000 euros de tes fonds propres, tu as investi aussi dans l'immobilier, en bourse. Imagine en bourse, demain tout se pète la gueule et tout, tu perds tout ce que tu as investi. Donc tu peux te retrouver vite sans rien. Mais je me crée un patrimoine, vraiment, et j'investis quoi. Et si c'est pas indiscret, comment t'avais amassé 120 000 euros à 26 ans? Coaching, conférences, séminaires, vente de formation, les boulots à droite à gauche. Je te donne un exemple, ma première année de STAPS, je bossais à Carrefour, je faisais comment on appelle ça, les mises en rayon et tout, le déchargement des palettes de 5h30 à 8h. De 9h à 11h, j'allais m'entraîner parce que je jouais en Colomiers. Je jouais à Colomiers en 19 ans nationaux au foot. Donc j'étais un peu payé, mais rien de fou, c'était 200 ou 300 euros par mois, même pas. Ensuite, j'allais en cours en STAPS. Le soir, je coachais. Et le soir, il y a des jours de la semaine, le mardi, le jeudi ou samedi, je bossais à Carrefour City en tant que caissier. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, plein de petits boulots. Qui fait que t'arrives à t'en sortir, quoi. Les bourses, donc il y avait aussi les bourses qui m'ont aidé. Donc à 19-20 ans, tu t'en sortais déjà avec plus de 2 500 euros par mois. Puis après, ça fait qu'augmenter, quoi. Cette rage de vaincre, cette motivation inébranlable à accumuler les travaux, etc. Ouais. C'est parce que très tôt, tu avais une ambition forte et tu te disais, à 30 ans, je vais être un entrepreneur hyper successful. Je pense que ça me vient surtout de... Ma mère m'a beaucoup donné, mes parents sont divorcés, ma mère, elle nous a élevés seuls, avec très peu de moyens, avec vraiment la galère. Il y a des jours où on savait pas ce qu'on allait forcément manger, et pourtant on a vraiment manqué de rien. Elle s'est toujours démenée comme
comme une guerrière, comme une reine. Et je me suis toujours dit, j'ai toujours ça en tête tous les jours. Je fais ça aussi pour moi, tu vois, et pour aider les gens, mais je fais ça aussi beaucoup pour ma mère et pour ma famille, pour dire je veux être libre financièrement le plus tôt possible et pouvoir aider ma mère le plus tôt possible et la mettre à l'abri, tu vois. Là, elle a 56 ans. Je sais que la retraite c'est en France, c'est 65 maintenant. Ouais, on va dire 65 ans. Je sais pas du tout. Je pense que j'en aurais pas. Donc... Il me reste 9 ans, si tu veux, il me reste 9 ans pour charbonner comme un dingue et pouvoir mettre ma mère à l'abri, tu vois. Ok, bon bah écoute, c'est un très beau, c'est dur, projet, une très belle motivation. C'est ça. Et du coup, nos minutes, il y a un business model derrière parce que moi je trouve que moi j'y trouve de super podcasts hyper intéressants sur la prépa physique, la nutrition, le mental, l'optimisation de la performance, etc. Mais j'ai jamais vu de pub. Non, il n'y en aura pas. Alors qu'on est sollicité de partout pour la pub mais par rapport du fait qu'on fait aujourd'hui entre 55 et 70 000 écoutes par mois. Énorme. Ouais, énorme, je sais pas. Ça progresse en tout cas. Ça progresse bien, mais on pourrait toucher c'est ça qu'on a mis entre 600 et 1100 euros par mois. Si on déclenche maintenant, puis sachant que l'audience elle va augmenter, on peut même aller jusqu'à peut-être 10 000 euros par mois avec la pub à terme, mais je l'avais vu dans un livre, il y a personne qui se lève le matin en se disant trop bien, je vais être bombardé de pubs aujourd'hui. Il y en a assez, il y a vraiment assez de pubs partout. Et moi, je veux pas en mettre. Il y aura de la publicité plus tard, mais ce sera de la part des podcasteurs. Par exemple, imagine, toi, demain, t'as ton podcast, tu veux faire ta pub dessus. Il y a un tel qui a son livre à promouvoir. Il y a un tel qui a des produits d'affiliation pour sa marque. Il y a un tel qui veut promouvoir ses compléments alimentaires, tu vois. Mais que ce soit en rapport direct avec le podcasteur. Pas des pubs Peugeot, L'Oréal, Citroën, Nike, ce que tu veux sur l'app, non. Donc en gros, tu vendrais la mise en avant de certains podcasts sur la home de l'application, quoi. Exactement, c'est ça. Et après, dans le modèle le modèle économique, on a 7 générations de revenus sur les années à venir qu'on va mettre en place. Pour l'instant, tout est gratuit et ça le restera déjà pour l'inscription et pour la majeure partie des choses, mais on veut vraiment mettre les podcasteurs en avant, créer un service unique, et il y aura de la formation en ligne, du coaching en ligne, il y aura de la vente de séminaires, il y aura de la vente de billetterie pour acheter ses billets pour les séminaires en France ou en francophonie, il y aura la vente de podcasts, tous les podcasteurs, donc vous pourrez choisir avec plusieurs marqueurs et plusieurs j'essaie de te résumer ça parce que c'est hyper complexe, hein. Mais on a des standards, on a plus de 20 marqueurs qui font que ce podcast-là mérite Silver, Gold, Platinum, ou alors il mérite d'être vendu dans le pack Student, Master, Pro, Elite, Olympique, etc. Et en fonction de ça, chaque podcasteur, par podcast vendu, il touchera une commission. Il touchera 30% de son podcast vendu, tu vois. Le reste va pour nos minutes, mais admettons le podcast qu'on fait ensemble, tu le vends 99 centimes ou... c'était quoi, 49 centimes, 99 centimes ou 1,49 ou 2,99. Tu choisis de le vendre toi à 1,49, ça marche bien, t'en vends 10. Tu vois, t'en vends 10, t'as 30% de 10. L'autre podcast que t'as fait, t'en vends 60, t'as 30% de 60 pour chaque vente. Ça peut vite monter, ce qu'on a prévu. Un podcasteur, il pourra vite se faire sur nos minutes entre 400 et 2 ou 3 000 euros, tu vois, par mois. Ouais, c'est marrant parce que bon, c'est pas tout à fait dans le podcast, mais j'ai découvert le potentiel il y a pas longtemps des conférences en ligne en participant à celle de Mike Horn qui racontait son ascension ratée du K2. Alors, c'est énorme, non? C'était bien? Ouais, c'est hyper intéressant. Je trouve que, tu vois, je trouve qu'il y avait plus de courage à renoncer d'aller jusqu'au bout alors que t'es à 100 mètres de l'arrivée et que c'est déjà la 3e fois que tu le testes et que t'as mis 2 mois de ta vie, énormément de moyens et tout pour y arriver. Il y a plus de courage à renoncer à ce moment-là que d'y aller. Et honnêtement, quand justement, quand t'as entrepris autant de choses pour réaliser ce qui est une forme de rêve, et ben t'as quand même un petit côté tête brûlée qui dit bah c'est bon, il reste 100 mètres, vas-y, j'y vais, quoi. Ouais, je comprends. Et donc je sais pas si j'aurais eu la sagesse de faire demi-tour, mais en tout cas la conférence était top. Mais il y avait 500 personnes qui écoutaient à 25 euros, ça faisait 12 500 euros la soirée. Et je trouvais que en plus lui il les mérite, tu vois, les vole pas, c'est des gars. C'était hyper, la conférence était top, mais tu vois la partie visuelle apportait peu, donc au final ça aurait très bien pu être un podcast. Et j'aurais été très content de l'écouter et j'aurais probablement payé les 25 euros pour l'écouter. Donc, à partir du moment où tu amènes une grosse valeur ajoutée et que t'aides les gens et que c'est de la qualité, les gens seront prêts à payer pour ça. Et nous, là, actuellement, avec nos minutes, mes associés ou même les investisseurs qui sont rentrés, tu vois, ils poussent, ils me disent, allez, il faut commercialiser, moi, je veux vraiment qu'on ait une plus grosse communauté, qui soit encore plus qualitative, que le service qu'on propose, il soit encore meilleur, parce que l'application, j'aimerais bien qu'on n'ait pas fini à développer, mais on a encore des nouvelles fonctionnalités, on a encore des petits bugs à corriger, on a encore une ergonomie, un design à faire que
quand les gens paieront, tu vois, ils sauront pourquoi ils paient et il y aura vraiment de la qualité, il y aura encore plus de monde, de podcasteurs et tout. Mais là, je trouve que c'est trop tôt. Si demain on commercialise, c'est trop tôt, je trouve. Mais par contre, dans quelques mois, dans 4, 5, 6 mois, peut-être, on verra. Et t'as ton boulot à côté, t'es quasiment tout seul dessus, donc t'as juste un associé, donc vous êtes deux. Ouais. Donc même pas à plein temps, et non. L'ambition elle est énorme. Ouais. Comment est-ce que tu penses réussir à la réaliser malgré le peu de temps que t'as lui accordé, le peu de temps relatif que t'as lui accordé? Accordé à qui? À minutes? Ouais, à nos minutes. Ouais. Ça prend de plus en plus de temps. Dis-toi que je me suis posé cette question il y a 2 ans. Je me suis dit, mais comment espères-tu que ça devienne quelque chose de grand si tu bosses 2 heures par jour, tu vois, sur ton entreprise? Et c'est vrai, il faut vraiment orienter son cap, son curseur et que ça devienne ta priorité. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que nos minutes, ça devient ma priorité, tu vois. Alors que je gagne pas d'argent dessus, alors que je suis pas payé, alors que je dépense beaucoup, que j'investis beaucoup, mais j'ai vraiment pris conscience que oui, j'étais devenu chef d'entreprise, j'étais devenu dirigeant, fondateur, et que nos minutes, ça devenait ma priorité. Malgré que j'ai plein d'autres boulots qui me rémunèrent à côté, tu vois, mais je sais que c'est vers ça que je veux aller. Et dis-toi que mon associé, ça fait maintenant 9 mois qu'on est ensemble, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, que ce soit les développeurs, les agences de com, ma comptable, mes avocats, notaires, tout ça. Même également Sandra, elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast, avec qui j'ai commencé il y a 1 an et demi, qui m'avait aidé sur l'élaboration du business plan, du modèle économique et tout. Donc on a totalement changé aujourd'hui, mais si j'ai pas rencontré ce genre de personnes, elle m'aurait pas ouvert certaines portes pour dégager des subventions, ou peut-être mon réseau, ou avoir cette clarté d'esprit pour oui, il te faut un BP, oui, il te faut un business plan, il te faut un modèle économique, etc. Faut que ce soit structuré, tu vois. Après, je suis pas très modèle économique et BP. Je me dis, moi, il faut. Ok, c'est bien parce qu'on a plein de tableaux, des trucs, des marqueurs partout, des chiffres, des ci, des ça, des prévisions, mais ce qui va faire la diff et la réalité du marché, c'est quand les gens vont être prêts à payer ou pas pour. Mais parce que là, au final, tu t'es mis all-in dessus, t'as mis tout ton argent, c'est le projet de ta vie, et pour autant, tu t'y mets pas à plein temps. Et donc c'est vrai que je trouve ça assez surprenant. Après, je me dis que ça doit être pour éviter de devoir te payer dessus, puisque tu pourrais pas. Ouais. Et donc t'es obligé de garder tes jobs à côté. Et ouais, je garde une sécurité, c'est ça. Jim Rohn, je sais pas si tu connais. Non. Jim Rohn, c'est l'un des plus gros speakers conférenciers au monde dans le développement personnel et leadership. Il disait. Soyez focus sur un projet qui tient à cœur dans votre vie, mais gardez une petite part de salarié en tête. En fait, en gros, les tafs que je fais, ça me permet de payer mes quelques investissements, de payer mon loyer, mes charges, ma nourriture, tu vois, de garder une petite sécurité à 20-30%. Et après, tout le reste, je prends des risques et j'investis, quoi. Mais ouais, c'est important quand même de trouver cet équilibre-là. Qu'est-ce que t'as appris d'hyper intéressant depuis que t'as commencé cette aventure? Entrepreneurial, tu veux dire, avec nos minutes notamment? Ouais, entrepreneurial. Alors soit dans l'aventure entrepreneuriale en elle-même, soit dans les rencontres que tu as faites grâce à ça, ou dans les podcasts que tu as écoutés grâce à ton application sur lesquels des podcasteurs viennent en mettre. Alors je te propose déjà de parler en tant que entrepreneur, ce que ça t'apprend. Il y a 2 choses qui me viennent premièrement comme ça. Déjà, c'est la patience. C'est de voir je vais te sortir une phrase de Gary Vaynerchuk, tu connais? Non. Gary Vaynerchuk, c'est celui qui a créé VaynerMedia, qui est un des plus gros, qui a la plus grosse agence de com maintenant dans le monde aux États-Unis. Il a plein d'interviews, il a des millions de followers. Enfin, Gary Vaynerchuk, en termes de conférencier aussi, c'est le top. Bref, lui disait que les gens aujourd'hui stressent dans le macro, c'est-à-dire stressent dans qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 5 ans, 10 ans, si tu veux, mais procrastinent dans le micro. C'est-à-dire, ils procrastinent dans le micro, dans les 5 minutes à venir, dans les 10 minutes, dans l'heure qui vient dans la journée, à regarder Netflix, à se balader sur YouTube, à rien branler. Mais pourtant, ils s'inquiètent de leur futur. Mais ils font rien dans l'instant T pour leur futur. Et moi, je me suis dit, Max, apprends à agir chaque jour, à faire beaucoup de choses chaque jour, mais aussi à voir plus loin, à voir beaucoup plus grand, à voir beaucoup plus long terme, à voir beaucoup plus sur 10, 15, 20 ans, tu vois, et pas forcément à voir sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc déjà ça, le fait d'être patient, de voir nos minutes sur un projet à très très long terme que plutôt de voir du jour au lendemain, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Et ensuite, c'est de travailler sur ta clarté d'esprit et ta vision. Ouais, de pouvoir organiser ses idées, de savoir où on veut aller, de savoir où est-ce qu'est notre objectif, notre cible. Ouais, ça c'est 2 choses qui, dans l'entrepreneuriat, si t'as pas ça, franchement,
Après, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, hein, mais si t'as pas déjà ces deux choses... C'est un truc que t'as travaillé, ça, cette capacité à voir sur le long terme, à prendre du recul et à avoir une vision claire et concise de l'avenir. Ouais, carrément. Puis parce que c'est pas facile de se projeter, c'est pas facile de se projeter dans 10 ans ou dans 20 ans. Exactement. Moi, je peux me projeter à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ouais, c'est dur, mais quand tu le fais, c'est-à-dire que tu travailles sur toi, c'est-à-dire que tu sais quitter, c'est-à-dire que tu sais où tu vas aller, c'est-à-dire que tu connais à peu près tes passions, mais au moins tu l'as fait dans 5, 10, 15 ans, mais ça évoluera, tu vois. Ça veut pas dire que dans 5 ans, tu seras exactement là où tu veux, mais au moins tu auras fait tout pour, et durant ce laps de temps-là, tu auras rencontré d'autres personnes, tu auras vécu d'autres expériences, tu auras fait d'autres choses, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est la clarté d'esprit, la vision, et le premier point que je t'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. Après, il y a la montée en compétences. Chaque jour t'apprends, tu vois. Juridique, je connaissais rien. Lire des bilans, je savais pas faire. Lire des résultats, des comptes de résultats, je savais pas faire. Lire des SIG, des soldes intermédiaires de gestion non plus. Faire des business plans, des modèles économiques non plus. Tout l'administratif, la compta, le juridique. Mais en fait, t'apprends tout. T'apprends vite, t'apprends tout sur le tas. Et au final, c'est des choses qui sont hyper passionnantes. Mais que je préfère déléguer à des personnes meilleures que moi. Oui, après, il faut aussi être conscient de ses qualités, de ses forces et de ses faiblesses et de savoir être suppléé sur les choses qu'on maîtrise pas parfaitement. Et sur la montée en compétence, justement, je trouve que le podcast est un support génial parce que il permet de rencontrer des gens passionnants qui, eux, sont heureux de partager justement leurs connaissances, leurs compétences. Et toi, tu y as accès pendant des moments qui jusqu'à maintenant étaient des temps morts parce que tu peux écouter ça dans ta voiture pendant que tu promènes ton chien, etc. Et donc c'est hyper intéressant. Tu l'as dit, et quand on a fait un lancement sur 2 minutes et j'en parlais dans la conférence, donc j'avais loué un amphithéâtre, traiteur, un peu gastro, etc. Fait une belle soirée où j'avais réussi à réunir plus de 100 personnes, donc dans une belle salle de conférence. Et je parlais de ça et je disais que comment te dire ça j'ai pas le mot. Bon bref, ça me reviendra. De toute façon, t'inquiète, ça me reviendra. Comment je veux te le tourner? C'est pas grave, enchaîne. Ok. Ouais, t'en fais pas. Ok. Du coup, justement, toujours dans cette logique de connaissance, est-ce que t'as des podcasts à me recommander sur 2 minutes qui t'ont particulièrement marqué ou tu te dis putain là j'ai pris une claque, c'était hyper intéressant. Il y en a ouais. Mais d'ailleurs depuis qu'il y a la nouvelle mise à jour où on peut mettre les favoris, faire sa liste. Enfin, on pouvait faire ses playlists et tout, mais c'était pas sauvegardé. Il fallait retourner chercher le podcast. Là, je mets tout en favoris. Tu peux organiser tes playlists, les trier. Il y en a de plus en plus des tops. Il y a tous les podcasts en croissance et leadership notamment, de Marion Aburto, de Enzo Colucci, de Phoenix Podcast, de Rudy Koya, de Quentin Randis, de French Doers. Enfin, tous ces gars-là, j'en oublie bien entendu, mais ils interviewent des personnes connu, reconnu. Il y a aussi Contre-Pied qui a fait les podcasts avec Djibril Cissé, Bichente Lizarazu, Camille Lacour et tout, Mathieu Fèvre, qui sont hyper inspirants. C'est toutes des personnalités qu'ils interviewent et c'est hyper inspirant. Après, en prépa physique, il y en a plein, hein. Il y a tous les podcasts de Sean Seal, de Rudy Koya, de Julien Stourik, de Sébastien Zimmer et tout, où c'est tous des interviews, des podcasts qu'ils font eux-mêmes, où ils interviewaient des athlètes olympiques, des entraîneurs olympiques, des collègues, où on se connaît tous, mais t'en apprends plus sur la personne, tu vois. C'est plus intime, c'est plus authentique, et tu développes tes compétences également, ouais. Ok, écoute, super, je noterai tous ces noms-là dans l'article de l'épisode. Ouais, je me suis déjà baladé, mais comme ça permet d'avoir déjà quelques recommandations, et je les mettrai dans l'article qui sera lié au podcast, comme ça facilitera leur recherche par les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un conseil ou un hack que tu aurais aimé découvrir plus tôt et qui a changé ta vie et qui pourrait changer celle de nos auditeurs? Ouais. L'intuition. Pouvoir développer son intuition. Et tu sais, on entend tous des fois une petite voix en nous, tu sais, qui nous dit fais ça, fais-le, fais pas ci, vas-y, passe à l'action. Et on sait jamais d'où elle vient cette voix. Et on sait jamais si c'est l'ange ou le démon entre guillemets, si c'est notre propre voix intérieure ou si c'est des bruits du monde, tu vois. Et vraiment apprendre à écouter à l'intérieur de nous, à écouter sa petite voix et son intuition, elle va rarement nous tromper. Et moi, j'essaie vraiment c'est en méditant, souvent c'est en méditant, ou c'est en ayant des moments de silence, tu vois, certaines ondes que tu arrives à capter ça. Et ça t'aide dans tes choix, et tes actions. Donc
ouais, l'intuition, ne pas toujours être en mode bulldozer, avancer, reculer, avancer, foncer, mais vraiment des fois, stop et écouter sa petite voix, tu vois. Ouais. Je pense que de manière générale, dans nos sociétés actuelles, on a tendance à de plus en plus se déconnecter de ce que notre corps et notre tête nous dit. Donc on n'écoute plus nos sensations physiques, on ressent plus notre corps. Tu vois, par exemple, en méditation, il y a un truc qui est assez classique, qui est le balayage corporel. Ouais, training autogène et tout. Ouais, voilà. Bah, au final, c'est un truc. Ça te permet de ressentir tes différentes tensions, tes différents muscles, etc. Et en fait, si t'y prends pas garde, bah, t'y fais juste pas attention, t'écoutes plus ton corps, et donc tu prends conscience dans ces moments-là qu'il y a un lien qui se crée, et donc du coup qui devrait exister et qui existait plus. Ouais. Et c'est un peu la même chose avec l'intuition. On n'ose plus se faire confiance. Non, mais c'est ça, t'as tout dit. Hein. Et c'est ça, par contre, ça peut être à différents moments de la journée, tu vois, où tu peux le ressentir, où tu peux quand t'es tout le temps dans l'action, tu vois, parler. Moi, je parle très vite, mais du coup, je suis quelqu'un qui agit vite, qui fait tout vite et tout, mais des fois, tu vas essayer de se poser vite fait, de prendre du recul sur ce qu'on vient de faire, sur ce qu'on a dit, sur les actions et d'écouter sa petite voix. Ouais, c'est franchement, ouais, je pense que c'est une compétence, c'est une qualité. Mais je suis un peu comme toi, j'ai tendance à traverser mes journées à une vitesse folle. Ouais. Et justement, là-dedans, je trouve que, outre la méditation, le journal de gratitude m'a pas mal aidé. Oui. Non pas parce que j'avais pas conscience des choses positives dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un d'hyper optimiste de manière générale, donc je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc ça m'a pas aidé là-dessus. Par contre, ça m'a aidé à faire plus attention aux choses au cours de ma journée. Et par exemple, c'est la petite fleur sur le chemin pendant que je vais au travail, c'est le coucher de soleil, la beauté des nuages, l'air. Parfois, tu prends juste une bonne respiration et ça te fait du bien. Ou tu crèves de soif, tu bois de l'eau et tu la trouves hyper bonne. Ouais. Et tu vois, c'est toutes ces petites sensations, toutes ces petites choses auxquelles on prête plus attention et qui au final font aussi la beauté de la vie, le bonheur et voilà. Donc ça m'a permis justement de me reconnecter pour savoir quoi raconter le soir. Pendant la journée, je me reconnecte à mes sensations, à ce que je ressens et je trouve ça hyper intéressant. Et puis tu vois, tout ce que tu viens de dire, c'est des choses simples, tu vois, c'est l'oxygène, la lumière, la nature, les petits bruits de la nature, des animaux, le soleil, tu vois, c'est des choses simples que le ciel aussi, tu vois, le ciel il est bleu, putain, c'est pas comme si on avait un toit noir, tu vois, c'est du bleu, le bleu, tout le monde aime le bleu, tu vois, enfin tout le monde aime, pour bien parler, mais après t'as les nuages, mais comme on dit, il y a toujours le soleil qui brille derrière les nuages, quoi. Puis même les nuages parfois ils toujours le ciel bleu, ils sont noirs, gris, etc. C'est super beau. Et c'est toujours c'est comme si on avait un panorama toute la journée et personne ne regarde parce qu'on est tout le temps en train de regarder le bitume ou son téléphone. Ou son téléphone. Et puis t'as aussi des gens qui au final se lèvent le matin, ils partent au boulot, ils passent leur journée au boulot, ils sortent pas ils lèvent pas le nez de leur écran, ils rentrent le soir, ils se font réchauffer un plat et puis ils s'abrutissent devant Netflix et puis ils vont coucher. C'est ça. Et là c'est un choix, mais malheureusement je pense qu'il est inconscient ce choix là, tu vois. Les gens ne font pas attention. Enfin, les gens font pas attention. Les gens n'ont pas conscience. Ils se rendent pas compte, ils se rendent même pas compte que leur comportement est déviant au regard de leur biologie et de ce pourquoi ils sont censés être faits. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que t'as une recrudescence de stress, de douleurs au dos, etc., le manque de mouvement, la sédentarité. Moi, par exemple, j'utilise un petit minuteur Pomodoro basé sur 25 minutes et même pas tant pour être connecté et concentré pendant 25 minutes sur ma tâche, mais plutôt pour penser toutes les 25 minutes à me lever, aller marcher un petit peu dehors, regarder le soleil, faire quelques étirements, quelques respirations. Et parce que sinon tu restes focus sur ton truc et tu vois pas le temps passer. Et non, je l'ai pas écouté. Tu écouteras, justement, j'ai parlé de tout ça, de la méthode Pomodoro, c'est un de mes podcasts les plus écoutés en croissance leadership et justement j'expose toute la technique, les bienfaits, comment l'employer et tout. T'as tout dit, franchement bien. Et puis non mais le fait de penser, et tu vois un autre truc tout con, par exemple dans mes bureaux j'ai un étage, et quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, plutôt que d'aller aux toilettes à mon étage, je descends en bas. Rien que ça me fait monter et descendre un escalier, parce que sinon quand tu regardes, avec nos boulots qui sont devant un ordinateur, ok, tu fais ta séance de sport d'1 heure, bon moi je vais marcher aussi avec mon chien 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, donc ça fait 40 minutes de marche, 1 heure de sport le matin, mais ça n'empêche que je suis quand même sédentaire pendant 7 ou 8 heures dans la journée, je suis inactif. Et c'est ça qui est délétère pour le dos, même pour le moral. Tu vois, avant une réunion par exemple ou un brainstorming,
le fait d'aller marcher ne serait-ce que 2 minutes dehors, de regarder un petit peu le vent dans les arbres, etc., et ben, ça t'aère l'esprit, tu reviens, t'es beaucoup plus motivé, beaucoup plus en forme, et tu vas avoir de meilleures idées. Donc au final, c'est même pas une perte de productivité, tu gagnes en productivité et en intelligence créative, collective, émotionnelle. Ah, c'est hyper intéressant. Ou alors tu peux même faire tes réunions en marchant, tes réunions debout, il y a plein de trucs, mais c'est vrai qu'être assis tout le temps, ou moi quand je prends la voiture plus d'une heure et demie, 2 heures sur mon siège, tu me verrais, c'est comme si j'avais des puces, tu vois. Je fais que bouger, je peux plus. Je déteste être assis et bon. C'est pour ça que je te proposais tout à l'heure au début si tu voulais faire debout, un Suisse ou quoi, oui, non, c'était un Swiss ball bar. Mais voilà, voilà Maxime, ce que tu dois faire, la prochaine invention, c'est le podcast en marchant. Mais il va falloir gommer tous les petits bruits parasites parce que moi je trouve que sur un format audio comme ça, il faut que le son soit top et toutes les petites interférences, c'est vraiment chiant. Tu vois ce que tu dis là, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé l'éditeur audio et le haut-parleur qu'on a mis sur le site où tu peux directement monter tes podcasts ou du moins les enregistrer, cutter, etc. et qu'on n'a pas mis sur l'application. C'est exactement pour qu'il y ait plus de qualité, qu'il n'y ait pas de bruit parasite en dehors, etc. Tu vois, et tu fais bien de le dire. C'est pour ça que le podcast, il faut vraiment qu'il soit de qualité, pas forcément en qualité audio, tu vois, pas tout le monde a ce matériel-là que t'as là, mais au moins qu'il n'y ait pas de bruit autour, que ce soit insonorisé, tu vois, et voilà. Il y en a parfois qui ont un message qui est hyper intéressant, c'est clair, mais qui est complètement parasité, et donc où t'as des mecs à côté qui parlent, qui font tu sais pas quoi, et tu te dis mais c'est dommage, t'es en train de tout gâcher, là t'es sur un format audio, il faut que le son il soit nickel. Exactement. En tout cas pour moi c'était un fondement de base vraiment vraiment important quand j'ai lancé celui-ci aussi d'ailleurs. Écoute, on a parlé de pas mal de trucs hyper intéressants. Est-ce que t'as des livres ou des films à me conseiller donc vu que t'en lis un par semaine, tu dois avoir une bibliothèque de dingue, mais pour me permettre moi aussi de m'élever et de grandir intellectuellement. Alors, les films, je pourrais pas t'en citer un parce que j'ai pas la télé chez moi depuis longtemps. J'ai juste un vidéoprojecteur qui me permet de projeter quand j'écoute de la musique ou des documentaires. Est-ce que tu projettes de la musique avec un vidéoprojecteur ? Ouais, tu sais, je mets YouTube ou Spotify, un truc, tu vois, et comme ça j'ai grand écran et ça met un peu de lumière et truc, mais je mets la musique et t'as plus de son. Mais parce que j'ai une enceinte qui va avec, mais film, oublie, je pourrais pas t'en conseiller du tout. Mais livres, ouais, des tonnes. Je vais te prendre, j'ai une liste sur Evernote, mais je vais essayer de faire de tête. Non, vas-y, tu peux la chercher. Non, mais en gros, tu peux avoir Welcome to the Jungle, un livre français qui te détaille comment recruter tes meilleures personnes, comment créer tes équipes, comment manager, comment leader tes équipes, qui est super. T'as tous les livres de Jack Enfield avec Bouillon de poulet pour l'âme, avec les succès de la réussite. Il a un livre qui fait 450 pages ou 500 pages de une centaine de conseils pour la réussite personnelle et le succès personnel. J'en parle dans un des podcasts, je fais un résumé là-dessus sur les 10 étapes vers un succès personnel où je parle de tout ça justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, tous les livres de Jim Rohn, de Tony Robbins, de Tim Ferriss, de Seth Godin dans le marketing et la vente, tu vois. Il y en a plein, hein, franchement. Il y en a plein. Et j'ai l'impression que initialement c'était pas forcément ta destinée d'être entrepreneur, que tu l'avais pas choisi, c'est pas quelque chose qui était inscrit dans tes gènes dès ton plus jeune âge, que ça s'est un peu imposé à toi par la force des choses, par ta créativité peut-être, et que peut-être qu'au début tu te sentais même un petit peu perdu face à toutes ces nouvelles responsabilités que ça impliquait. Et donc t'as trouvé dans tous ces livres les enseignements tu penses que la lecture, les podcasts, etc. Suffisent justement à acquérir toutes ces compétences qui permettent de s'épanouir et de réussir? Suffire, non. En fait, je pense que j'ai toujours eu en moi cette fibre entrepreneuriale où le fait de ne pas aimer dépendre de quelqu'un ou être salarié ou quoi. Tu vois, même ici, je suis salarié, mais j'agis vraiment en tant que entrepreneur, en fait. Je choisis mes horaires, je perds pas de temps, je suis pas directif du tout, mais je suis très très organisé, enfin j'essaie du moins. Et mais quand je te donne un exemple, quand j'avais 10 ans, je faisais les marchés, je vendais déjà plein de choses tous les samedis ou dimanches. J'allais avec parce que mes parents à ce moment-là ils faisaient les marchés, et ça marchait bien pour eux, tu sais les marchés fruits et légumes, si tu veux. Et ils vendaient du textile et moi je vendais tous mes trucs, je vendais des jouets, je vendais des jeux de PlayStation, que j'avais 10, 12, 13 ans. À 14, 15 ans, je faisais pompiste. Tu vois, j'allais dans les stations essence, je servais l'essence aux gens, etc. Donc je sais pas, j'ai toujours eu ce truc-là. Je copiais des histoires que je recopiais des contes et je les vendais à l'école ou mes cartes Pokémon. Et j'ai toujours fait ce petit truc avec
le business ou pouvoir donner de la valeur à quelqu'un et être rémunéré en contrepartie. Je sais pas d'où ça vient. Je saurais pas te dire. Peut-être que ça vient du fait, enfin, c'est juste une suggestion, hein, je ne voudrais pas répondre à ta place, mais quand tu viens d'un milieu un petit peu modeste, je pense que tu as beaucoup plus la valeur de l'argent et du travail. Ouais, et peut-être que tu as aussi plus envie d'être autonome, tu vois. D'être autonome, de t'en sortir, ouais. Je pense que ça vient de là, ouais. Et du coup, pour répondre à ce que tu disais, les livres et les podcasts ou les vidéos, ce que tu veux, ou les séminaires, ça fait 50% du taf, on va dire, si tu prends sur une échelle de 100%, mais ça fait pas tout. Je pense que vraiment, t'as un énorme travail à faire sur ta propre personne. Il faut voyager, il faut rencontrer du monde, il faut pas s'isoler, il faut développer ses compétences, ses connaissances. Il y a plein de choses. Je pense pas que juste de lire, c'est surtout une personnalité, c'est ne pas avoir peur de prendre des risques, c'est oser, c'est passer à l'action, c'est aimer le danger, tu vois. J'aime bien vivre dangereusement, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien devoir me débrouiller, si tu veux, pour investir ou pour même manger des fois, tu vois. J'aime bien prendre des risques. Enfin voilà, il faut avoir cette fibre-là. De toute façon, je pense que le meilleur apprentissage, c'est l'action. Ouais. L'action, elle peut pas te permettre de. Enfin, tu feras jamais d'erreur. Tu auras que des apprentissages ou des réussites. Mais il faut pas rester immobile à faire des plans dans ta tête, etc. Ouais. Il faut être dans l'action, tester, etc. Et c'est comme ça que t'apprends. Tu rencontres des gens. Carrément d'accord. T'arrives sur des voies qui étaient pas du tout celles que t'avais imaginées à la base, mais qui te passionnent. Exactement. Et donc au final, ton destin s'impose de toute façon à toi, même s'il prend parfois des voies détournées. Mais la seule façon de le rencontrer, à mon avis, c'est justement d'être toujours d'agir, ouais. Et c'est ça. Et c'est je te prends encore l'exemple d'une citation, mais je sais plus qui c'est qui disait. Je crois que c'était Christian Aguilar ou quelque chose d'autre qui disait lorsque vous passez à l'action et que vous faites déjà plus que 90% des gens, tu vois. Et j'aime bien vivre avec la peur, avec la trouille, avec l'incertitude, avec le doute, avec la dangerosité. Tu vois, j'aime bien le risque, j'aime bien l'action, j'aime bien créer, faire. Voilà. Après, la difficulté est aussi un moteur d'action. Tu vois, par exemple, tu disais tout à l'heure par rapport qu'il y avait des moments où tu te mettais en danger et t'avais même pour trouver à manger. Ouais, là je te prends l'extrême, mais c'est vrai que il y a des fois, je fais pas les courses pendant une semaine, tu vois, et je dois manger à droite, à gauche, ou à l'arrache, ou c'est chaud, quoi. Oui, mais du coup, là, t'es obligé d'être dans l'action parce que t'as rien à bouffer, tu vois. C'est ça, tu vois. Donc bon, voilà. En fait, tu reviens aux instincts primaires du chasseur-cueilleur, mais dans la jungle urbaine. Et donc, du coup, plutôt que d'aller chasser le mammouth, tu vas toquer à la porte de ton voisin en lui demandant s'il veut pas t'accueillir pour manger un bœuf. Ou des fois, tu manges pas parce que t'as oublié ou t'as pas pensé. Et, ouais, c'est ça. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, dont tu aurais aimé parler ? Je trouve qu'on a abordé plein de choses et en plus qui étaient désaccordées, tu sais, et déliées. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Là, comme ça, tout de suite, des choses qu'on n'a pas abordées. Non, on a parlé un peu de prépa physique. Bon, après, on n'a pas forcément parlé de prépa physique et d'entraînement de mode pointu, tu vois, c'est normal. C'est pas le sujet, c'est pas ton domaine. Et moi, ça m'embêterait de parler que de prépa physique encore. Nutrition, on a abordé. Leadership, nos minutes, nos visions à tous les deux. Non, on peut parler un peu de prépa physique. C'est libre, hein. Moi, je pense que t'as d'autres questions. Moi, je voudrais être un athlète complet et parfait, capable de tout faire. C'est vrai. Capable de tout faire et d'être bon dans tout. Toi, c'est ce que tu veux ? Non, mais donc, dans l'idéal, je pense que tout le monde voudrait ça. Pas tout le monde, franchement, pas tout le monde. Ouais, enfin, moi, en tout cas, je trouve ça dommage que le sport soit spécifique. Ouais. J'aimerais pas m'enfermer dans un seul sport. Exactement. Et donc dans ce sport, du coup, j'ai fait le choix plutôt d'être médiocre dans tout, mais du coup plutôt d'être polyvalent. Ouais. Et toi, justement, en tant que préparateur physique, qu'est-ce que tu me conseillerais pour entretenir cette polyvalence, pardon. Ça serait quoi ta semaine d'entraînement idéale ? Pour toi, je sais pas forcément, je dirais, mais l'hyperfréquence et la fréquence, la variabilité de tes exercices, de tes contenus, de tes temps d'entraînement, les différents types d'intensité. Donc des fois des entraînements très courts et très intenses, des fois un peu plus longs, un peu plus volumineux mais un peu moins intenses. Varier les pratiques, varier les stimuli, que ce soit des stimuli neuromusculaires, nerveux, fibrillaires, ce que tu veux. Non, mais tu vois, pour parler de prépa physique, me concernant, j'ai toujours été dans le sport co, dans la perf, tu sais, dans les sports collectifs, dans la perf et tout. Et moi, mes objectifs, c'est d'apprendre le surf, d'apprendre le parapente, d'apprendre le motocross, d'apprendre tous les sports mécaniques ou extrêmes, ou même le snowboard, tu vois, c'est des trucs que je sais pas faire.
des trucs que je sais pas faire. Et ça, c'est vraiment des trucs que je veux faire, que je veux apprendre, tu vois. Alors, apprendre le snowboard à 26 ans, il faut être assez courageux. C'est Moi, vrai j'ai fait pas mal de ski, du coup, j'ai plutôt ski, ça va, je me débrouille bien. Bah voilà, j'ai plutôt un bon niveau au ski. Et une fois, j'ai été obligé de faire du snow parce que j'avais pris des chaussures trop petites pour moi et du coup, ma balléole avait tellement gonflé que je rentrais plus dedans. Et donc, les chaussures de snow étant moins serrées, je me suis dit, je vais faire du snow. J'ai pas pris de prof. Alors déjà, bon, je suis plus grand que toi, je fais 1m85, donc je tombe de beaucoup plus haut. C'est important de le préciser. Et quand tu passes la journée par terre à t'éclater les genoux, les trucs, etc. Bon, après, j'aurais peut-être dû prendre un prof. Hein. Et donc, à la fin de la journée, j'arrivais à tourner dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, je tournais dans un sens. Et dans l'autre, je commençais à tourner, puis je me mettais dans le sens de la pente. Et là, j'arrivais plus à continuer. Et du coup, je prenais un bloc de vitesse. Et là, il suffisait qu'il y ait une bosse. Petite bosse, et fini. Je faisais un beau vol plané et je m'éclatais, mais bien violemment. Mais c'est vrai, tu vois, en gros, ce que je pourrais si je prends ton cas, c'est, j'aime pas le mot holistique, tu veux, mais d'être pluridisciplinaire et de vouloir toucher à tout. Tu vois, même, je t'ai pris l'exemple du cirque. J'aimerais bien apprendre à faire. Je m'entraîne pas mal en gymnastique, mais j'aimerais bien apprendre à faire du cirque, tu sais, à apprendre la slackline, tu sais, marcher sur une corde, apprendre à jongler avec des massues, des massues, des trucs enflammés, apprendre à faire du trapèze. Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais bien faire dans ma vie et où je sais que je serai jamais expert, tu vois, mais juste de le faire, de pratiquer, tu vois. Mais je suis exactement comme toi. En fait, moi, j'ai une grosse tendance à voir parfois des vidéos ou même des gens comme ça faire des trucs sportifs. Le parcours. Et voilà, le parcours, un très bon exemple. Mais t'en as cité d'autres qui me plaisaient aussi. Et puis je le vois et puis je me dis putain, j'aimerais bien le faire, etc. Moi, j'aimerais bien vivre 100 vies en une, de façon générale, dans mon travail, dans mon sport. Et donc voilà. Et donc du coup, mes semaines d'entraînement, elles s'articulent un peu sur un peu de muscu pour la masse musculaire, un peu de vélo, de course à pied, de natation, de TRX, de kettlebell. C'est ça. Enfin, tu vois, j'essaie de varier vachement mes pratiques en étant parfois un petit peu plus sur l'hypertrophie, un peu plus sur l'explosivité. Enfin, tu vois, d'avoir un entraînement hyper varié. Du paddle aussi, tiens d'ailleurs, par exemple. que j'aime bien. Et puis mais voilà, mais tu vois là, si les salles étaient ouvertes, j'aimerais bien faire de l'escalade aussi, c'est ça. Et je voulais faire une Spartan, là c'est les courses d'obstacles. Je devais en faire une en mai, justement à Carcassonne. J'ai fait c'est le mode D. La Spartan, enfin c'est pas pareil, mais c'est des courses d'obstacles où tu grimpes. Et donc là il y en a une à Carcassonne justement, et donc c'était le 2 mai, elle a été annulée, donc elle est bien, hein. Elle est bien celle-là, ouais. Mais et donc du coup les trails pareil, les trails marathon pareil, tu vois. Ouais, c'est le top. J'adore. Moi, j'aime bien les trails, mais pas trop moins les marathons, etc. J'aime bien le contact avec la nature. C'est pareil, tu vois, un autre exemple, les expéditions, tu vois, Mike Horn, il me fait rêver. Moi, j'adorerais partir comme ça en expédition. Il y a un site qui s'appelle Explora Project. Je sais pas si tu connais. Non, du tout. Et donc, qui te propose justement des expéditions comme ça, là. Il y en avait, donc t'en as qui sont proches, là. Par exemple, t'avais dans le Vercors, pendant 4 jours en autonomie avec des skis de rando et une poulka derrière, et tu tires ton truc et tu vis comme si tu traversais le pôle Nord. T'es un nomade et tu traverses. Exactement. Là, je vais faire justement avec eux un 4000 mètres au mois de septembre. Ouais. Et ça sera mon premier. Mais je suis assez impatient. Et ils ont des trucs dans le Grand Nord, etc. Ils ont des trucs un peu partout, hein, franchement. Et c'est génial. Et voilà. Et donc leur baseline, c'est de te proposer de vivre ces exploits. Quand tu vois des explorateurs comme Mike Horn, etc., de vivre ces expéditions avec quand même une petite organisation, etc. Parce que moi, je me sentirais pas. Je pense que ça nécessite quand même quelques compétences et connaissances que j'ai pas forcément, surtout sur des milieux que je connais pas du tout, quoi. Exactement. Mais c'est ça en fait, ça. Je trouve juste c'est le manque de priorité, le manque de temps pour l'instant. Le fait que ce soit pas là, je peux pas tout abandonner demain et devenir je vais être explorateur, tu vois. Mais c'est des objectifs de vie, c'est des objectifs. Ouais. Tu vois, il y a un podcast qui est de Laurie Lag. Laurie Lag, c'est un des plus grands explorateurs et aventuriers qui a fait plein de choses. Il y a plusieurs podcasts de lui sur nos minutes et il dit vraiment c'est un métier, tu vois. Vraiment, c'est une compétence, c'est un métier. Il faut s'y atteler, il faut s'y adonner à 100%, quoi. On ne devient pas Cirque du Soleil du jour au lendemain, on ne devient pas escaladeur ou surfeur du jour au lendemain, tu vois. Ça peut être des passions et des hobbies, tu vois, comme ce que j'aimerais faire, mais il faut du temps et que ce soit ta priorité. Enfin, que tu focuses là-dessus, ouais. Sinon tu le feras jamais. Bon. Voilà, en gros. Écoute, en tout cas, moi, si je retiens une chose de ce podcast, c'est il faut voir à long terme, suivre ses rêves et se donner les moyens de les réaliser. T'es la preuve que c'est possible. Il suffit juste par contre, effectivement, il faut faire des sacrifices. C'est-à-dire peut-être pas regarder Netflix et voilà, il faut faire ce qu'il faut justement pour atteindre ce qu'on veut. Et c'est génial. Mais après, je pense aussi que quand tu fais quelque chose qui te plaît, que t'es animé par une passion, c'est même pas du travail. C'est même pas du travail. Tu pourrais y passer tes journées et tes nuits.
Ça décante tout et on doit aussi être prêt, j'aime pas le mot il faut, mais on doit aussi être prêt à faire ce que les autres sont pas prêts à faire, si tu veux, à faire de l'administratif, de la compta, faire du juridique, tout ça, ça me passionne pas du tout. Mais maintenant, faire des CGU, des CGV, des contrats d'entrée en capital, des investisseurs, tout ça, tu sais le faire. Mais il faut vraiment être prêt à faire des sacrifices, comme tu as dit, et à faire ce que les autres sont pas prêts à faire, quoi. Tout simplement. Ouais. Voilà. Bon, écoute, c'était hyper intéressant. Si on veut te suivre ou te contacter. Oui, sur contact@nominute.com. Mon numéro de téléphone, mais surtout joignable sur Instagram, vu que c'est une petite page pour l'instant et que c'est moi-même qui m'en occupe. Après, sur les autres réseaux, mais Instagram, mail et sur nos minutes directement. Je mettrai l'Instagram dans les notes de l'épisode. Bon, écoute, Maxime, merci pour ton temps. C'était hyper intéressant. Je suis ravi de t'avoir rencontré, d'avoir fait ta connaissance. Je pense que nos auditeurs aussi. Exactement. Et puis j'ai hâte de voir la suite de nos minutes. Je trouve que c'est un très beau projet, comme je te l'ai dit en introduction. Ouais. Je suis moi-même un grand consommateur de l'application et en plus de l'autre côté, puisque podcaster. Ouais. Donc félicitations, bravo pour ton parcours. Je sais à quel point monter une startup est difficile, qui plus est dans un milieu que tu maîtrises pas. Enfin, je parle par la partie développement, etc. Et à quel point ça demande du temps, de l'argent. Et je trouve que le chemin parcouru est beau parce que elle est quand même 70 000 écoutes par mois, c'est quand même pas rien. Tu m'avais parlé d'un autre chiffre, je crois, 25 000 utilisateurs, téléchargements. Oui, c'est énorme pour une application. C'est vraiment pas évident. T'as fait de l'acquisition payante? On en a fait pendant un moment sur 2-3 campagnes, mais c'est surtout le bouche-oreille qui parle, ou alors le marketing d'influence, tu sais, avec les influenceurs Instagram ou les collègues qui sont bien renommés. En tout cas, c'est un très beau parcours, donc je doute pas que ça continue dans ce sens-là et que ça devienne une application leader dans le monde pour. On l'espère, hein, c'est le but. La prépa physique, la nutrition et le leadership. Ouais. Merci à toi en tout cas, c'était vraiment top et j'ai vraiment bien apprécié. Merci. Je te dis à très bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.